La Russie est en train de perdre en Ukraine, pas seulement militairement. La Russie est en train de se perdre elle-même. Alors que plus de 1000 soldats meurent chaque jour, des statistiques choquantes sont désormais révélées et nous montrent deux choses. L'armée de Poutine s'épuise, et la Russie ne s'en remettra pas avant un siècle après la guerre en Ukraine. La folie de Poutine éclate alors que ses soldats meurent en masse, ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Pour la Russie, l'avenir paraît aujourd'hui plus sombre qu'avant l'invasion de Poutine. Tout commence par la forte augmentation des pertes que la Russie subit depuis quelques mois. Selon le Financial Times, des responsables ukrainiens et européens affirment que de plus en plus de soldats russes sont tués ou portés disparus au combat, plus que jamais auparavant, ce qui a pour effet de rendre chaque offensive russe suivante plus faible que la précédente. À long terme, la Russie se place dans une situation où tout le pays sera au bord de l'effondrement au cours des prochaines décennies. Mais nous y reviendrons. D'abord, examinons les chiffres pour vérifier s'ils sont aussi mauvais que le dit le Financial Times. Spoiler, c'est le cas. En février, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a révélé deux choses. Premièrement, la Russie avait perdu 30 et 1700 de ses soldats rien qu'en janvier. De plus, le recrutement russe est insuffisant pour remplacer la chair à canon envoyée par Poutine. Ces pertes s'ajoutent à celles déjà subies lors d'une guerre de 4 ans, ayant coûté à la Russie plus de 1,2 million de soldats. Rien qu'en 2025, United 24, médias estiment que la Russie aurait perdu 415 000 soldats, ce qui représente en moyenne 35 000 pertes par mois. Il semble que l'Ukraine ait ralenti en janvier, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Le chiffre de 415 000 soldats concerne les pertes, qui incluent les morts, les blessés, les prisonniers et les désertions. Quant aux 30 et 1700 Russes éliminés en janvier, il s'agirait soi-disant uniquement de morts. Les drones ukrainiens ont été très actifs pendant le premier mois de l'année, et chacune de ces pertes a été filmée par les drones responsables, toutes ces vidéos étant ensuite téléchargées sur le système Delta de l'Ukraine, ce qui permet la vérification. Pas besoin d'être un as des maths pour voir que 30 et 1700 soldats morts en janvier, cela fait plus de 1000 pertes par jour. 1022,6 pour être précis. Si l'on ajoute les 35 000 pertes par mois constatées en 2025, le chiffre, en incluant d'autres types de pertes, dépasse probablement 1160. L'autre chose remarquable que Syrsky mentionne, c'est que le taux de perte de la Russie est désormais si élevé qu'elle perd des soldats plus vite qu'elle n'est capable de les remplacer. En janvier, la Russie a enregistré un déficit de 9000 soldats au recrutement, indiquant que l'Ukraine a franchi un cap majeur. Elle va continuer à faire ce qu'elle fait. Mais désormais, ce qui semblait auparavant être une réserve inépuisable de main-d'œuvre russe commence à s'épuiser. Chaque fois que l'Ukraine élimine plus de soldats que la Russie n'en recrute, la force d'invasion de Poutine et la Russie s'affaiblissent nettement. Vous verrez bientôt pourquoi. Pourquoi la Russie ne recrute-t-elle pas simplement plus de soldats alors, pourriez-vous demander ? C'est une question logique. Le Kremlin a montré à de nombreuses reprises qu'il était prêt à dépenser beaucoup d'argent pour engager plus de chair à canon pour la guerre de Poutine. Cependant, cette approche échoue car beaucoup de ceux qui acceptèrent cet argent ont déjà été sacrifiés, laissant à la Russie un vivier de soldats potentiels réduit. Les primes élevées n'attirent pas assez de Russes pour combattre en Ukraine, poussant l'armée de Moscou à recruter plus de criminels présumés, à presser les conscrits de signer après leur service et à redéployer des soldats blessés. Le Financial Times l'a rapporté le 10 février. Si la Russie avait été vigilante, elle aurait anticipé la crise du recrutement à venir. En 2025, le Moscow Times signalait en janvier une baisse du recrutement militaire en Russie, mais légère. La Russie elle-même s'est fixé un objectif de 422 000 nouveaux soldats, selon le porte-parole préféré de Poutine, et elle affirme avoir dépassé cet objectif de 704 personnes. Ce chiffre reste bien en dessous des 450 000 recrutements annoncés par Medvedev pour 2024. Atteindre 422 000 résulte des efforts accrus des recruteurs russes pour enrôler les laissés-pour-compte présents sur le champ de bataille en Ukraine. À toutes les pertes causées par les drones ukrainiens s'ajoute un taux de désertion record parmi les soldats russes. Selon United 24 Media, 70 000 soldats russes devraient abandonner leurs unités d'ici la fin de 2025. Un petit calcul nous montre que cela représente environ un sixième du total des recrues de la Russie pour l'année. Et c'est encore un autre problème auquel Poutine doit faire face. Le Financial Times rapporte que les désertions en Russie atteignent un record depuis le début de la guerre. Cela montre que les non-combattants et désespérés, enrôlés de force par Poutine, comprennent que de grosses primes importent peu face aux éclats d'obus de drones.
En parlant de personnes désespérées, cette expression décrit assez bien les proches de Poutine qui courent actuellement dans les couloirs du Kremlin. Ils savent qu'ils doivent maintenir leur recrutement à tout prix. Leurs dirigeants l'exigent, et ils savent que de nombreuses fenêtres à Moscou les attendent s'ils ne donnent pas à Poutine ce qu'il veut. Donc, ce que nous voyons maintenant en Russie, c'est une tentative de plus en plus frénétique de recruter des gens. Et par gens, on entend littéralement n'importe qui est encore prêt à accepter le gros chèque que la Russie propose. Le Financial Times a déjà traité ce sujet en mentionnant criminels et blessés. Alors que plus de 1000 soldats russes meurent chaque jour, la Russie durcit ses méthodes de recrutement. ABC a déclaré en janvier que la Russie libère autant de ses prisonniers que possible, à condition qu'ils acceptent de prendre un fusil et de faire leur temps en Ukraine. Ils échappent ainsi à leur peine dans les prisons russes. En janvier 2025, la Russie avait recruté 180 000 soldats dans son propre système pénitentiaire, selon le Kiev Independent. Et il est fort probable que ce chiffre ait facilement dépassé les 200 000 au cours de l'année écoulée. Cela semble être une bonne idée. Envoyez des condamnés pour meurtre, viol et trafic de drogue en Ukraine, et vous aurez sûrement une armée solide, non? Même le système pénitentiaire ne peut pas éternellement fournir des recrues à la Russie. Pour y remédier, la Russie recrute aussi des combattants étrangers partout où elle peut. ABC rapporte qu'un examen indépendant des pertes parmi les troupes russes a révélé que plus de 550 des 160 000 soldats examinés étaient des étrangers provenant de nombreux pays différents. Cela prouve que la Russie est assez désespérée pour investir à l'étranger afin de maintenir l'arrivée de soldats. D'autres recrutements sont plus drastiques, comme l'a rapporté URR News, a déclaré le service de renseignement extérieur estonien le 10 février 2021. Le service indique que la baisse du nombre de volontaires pousse la Russie à exercer une forte pression sur ceux qui ne sont pas attirés par les primes. Cela inclut tromperie, intimidation, manipulation psychologique et parfois force physique, pour pousser des personnes voulant rester le plus loin possible de l'Ukraine vers la ligne de front. La Russie cible désormais les groupes socialement vulnérables pour augmenter ses effectifs, y compris les chômeurs chroniques, les personnes aux prises avec des addictions, et celles qui sont écrasées par des montagnes de dettes. Ainsi, selon le service de renseignement extérieur de l'Estonie, la première ligne russe est surtout formée de personnes qui, en temps normal, ne devraient pas avoir d'armes. Cela ressemble vraiment aux bases d'une armée solide, non ? Des personnes qui ne veulent pas se battre sont forcées de participer à une bataille où leur vie se termine en un instant à cause des tactiques médiocres de la Russie et de la forte défense de l'Ukraine sur son territoire. Ne vous y trompez pas, le Kremlin sait combien ces soi-disant combattants sont inutiles. Ils ne forment même pas correctement la chair à canon de son armée, selon United 24 Médias le 10 février. La formation militaire russe dure moins de 2 semaines, selon Ivan, une recrue russe interrogée par le média. Après les examens médicaux, ils m'ont demandé si j'étais prêt à rejoindre la base militaire 2 jours plus tard. La formation a duré 5 jours, puis nous avons attendu 5 jours pour une rotation des forces. Puis nous avons rejoint les positions de combat, raconte Ivan. Il n'est pas surprenant que la Russie perde plus de 1000 soldats par jour. La formation militaire du pays durait jusqu'à 6 mois, avant d'être réduite à 3 mois en 2013. Les lois russes exigent 4 mois de formation pour les conscrits avant leur déploiement, ce qui n'est clairement pas respecté. Actuellement, la Russie forme ses soldats à peu près le temps qu'il faut pour préparer un levain, et ils survivent en Ukraine tout aussi peu de temps. Les vétérans ont disparu. Presque tous ceux qui veulent vraiment se battre ont disparu. Il ne reste que la chair à canon que Poutine ne cesse d'envoyer contre les drones ukrainiens. À ce stade, vous commencez à comprendre pourquoi l'armée russe échoue aussi lamentablement à réaliser le moindre progrès notable en Ukraine. Au début de la vidéo, nous avons dit que la Russie ne se remettra pas de la guerre déclenchée par Poutine avant 100 ans. Pourquoi cela ? Pour y répondre, il faut revenir au début du mandat de Poutine comme président de la Russie. L'ancien agent du KGB n'avait rien d'innocent ni de naïf, mais il n'était sans doute pas aussi conscient qu'il aurait dû l'être des tempêtes démographiques auxquelles il faisait face. Selon The Independent, en octobre 2025, Poutine a surtout consacré sa présidence à résoudre le problème démographique russe, en dehors de ses efforts de guerre. Il a reconnu le problème dès 2005, lorsqu'il a déclaré que s'attaquer au problème démographique de la Russie était vital pour la stabilité sociale et économique du pays. Il a dit quelque chose de similaire en 2019, soulignant que la Russie restait confrontée à un problème démographique non résolu par Poutine. Et le même mois où The Independent a publié son article, Poutine avait de nouveau insisté sur la question démographique, en soulignant à quel point augmenter le taux de natalité en Russie était essentiel pour l'avenir même du pays.
Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN, alors qu'environ 1000 pères potentiels mouraient chaque jour en Ukraine. Mais Poutine n'a jamais laissé ses mauvaises décisions nuire à ses belles déclarations. Aucune initiative de Poutine depuis son arrivée au pouvoir n'a aidé durablement. La période de prospérité économique que la Russie a connue pendant les premières années du règne de Poutine a aidé, c'est sûr. Le taux de natalité du pays est passé de 1,21 million d'enfants par an en 1999 à 1,94 million en 2015, mais il a de nouveau chuté, diminuant chaque année depuis le pic. En 2024, la Russie n'a enregistré que 1,22 million de naissances, retrouvant le niveau d'avant l'arrivée de Poutine au pouvoir. Et la population du pays est en déclin lent et régulier depuis l'effondrement de l'Union soviétique. En 1990, la Russie comptait 147,6 millions d'habitants. Elle compte aujourd'hui 146,1 millions d'habitants, dont 2 millions depuis l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Quel est le lien avec la Russie qui ne se relèvera pas avant un siècle ? Avançons jusqu'en 2100, un peu plus de 100 ans, après l'arrivée au pouvoir de Poutine. La Russie est davantage touchée par une tendance mondiale générale à avoir moins d'enfants que beaucoup d'autres pays. Selon l'Institut des sciences humaines, les Nations Unies prévoient que la population de la Russie aura chuté entre 74 millions et 112 millions par rapport à ce qu'elle est actuellement. Dans le futur, la Russie sera un géant territorial, mais un nain démographique. C'est ce que comprend Poutine. Selon l'Institut, la population russe sera bien inférieure à celle de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, mais aussi moitié moindre que celle du Brésil ou de l'Éthiopie, et 3 fois moins que celle du Nigeria ou du Pakistan. C'est un problème qui s'étendra sur un siècle pour la Russie, et le pays en est déjà au quart du chemin. Ajoutons maintenant à cette crise naturelle une guerre brutale et d'usure, une guerre qui a déjà coûté à la Russie plus de 1,22 million de ses propres citoyens, presque tous des hommes. Une guerre qui coûte encore plus de 1000 vies par jour. Une guerre que l'ancien collaborateur de Forbes, David Axe, affirme que la Russie pourrait ne gagner qu'en 2256 au prix de 101 millions de vies, si les avancées continuent au rythme observé en mai 2025. Quel impact penses-tu qu'une perte aussi énorme de pères potentiels aura sur la Russie dans 100 ans ? Ce n'est vraiment pas un bon impact sur le plan démographique. Et la baisse de la population russe alimente de nombreux autres problèmes qui semblent voués à détruire le pays longtemps après que Poutine aura rendu son dernier souffle. La Fondation Carnegie note que la Russie a connu une situation similaire concernant la natalité lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Cependant, l'afflux de citoyens russophones des anciennes républiques soviétiques venus s'installer dans la mère patrie a atténué les problèmes de faible natalité. La Russie n'a plus ce joker. Des gens émigrent toujours, mais ils ne sont plus russophones et ont plus d'options. Le rapport cite les travailleurs d'Asie centrale qui venaient auparavant en masse en Russie. La Russie compte aujourd'hui entre 3 et 3,5 millions de personnes de cette catégorie démographique, soit moitié moins qu'en 2012-2013. La Russie est aussi dans une impasse. L'arrivée d'immigrants d'Asie affaiblit le sentiment d'identité russe. Mais lorsque les immigrants d'autres pays partent, comme cela a été le cas par millions au cours de la dernière décennie environ, la Russie perd sa main-d'œuvre, ce qui provoque d'énormes problèmes économiques. La Russie n'avait pas assez de population pour travailler sur son territoire. Perdre plus de 1000 soldats par jour en Ukraine ne fait qu'accélérer ce processus, alimentant une crise démographique qui se prépare depuis un siècle.
L'invasion de Poutine a déjà un impact direct sur l'économie russe. En octobre, Andrew Danieri du centre Eurasie de l'Atlantic Council a déclaré à Forbes « Les Russes trentenaires sont de loin le groupe le plus touché par les pertes russes. Ces hommes allèrent bientôt atteindre leurs meilleures années de revenus. Les soldats volontaires, appelés Kontrachniki, ont préféré les importantes primes du gouvernement pour aller combattre et mourir en Ukraine. C'est la partie où ils meurent qui compte. Chaque trentenaire mort est un Russe qui ne fondera pas de famille, ou en laisse une derrière lui. Tout cela alimente la crise démographique massive que la Russie connaît déjà, et la situation ne fera qu'empirer. Beaucoup plus pour la Russie, au cours des 75 prochaines années environ. La Russie a épuisé ses soldats qualifiés, et envoie désormais en Ukraine surtout de la chair à canon. Certains de ceux qu'elle perd possédaient d'autres compétences. Certains étaient peut-être des ingénieurs, pouvant aider la Russie à développer ses infrastructures. D'autres étaient sans doute des ouvriers semi-qualifiés, nécessaires à la Russie pour ses usines qui tournent à 81% et continueront de décliner avec la baisse des talents et de l'argent. La guerre de Poutine tue plus de 1000 soldats par jour, mais aussi des travailleurs. Elle tue des maris, des pères, des hommes de carrière, des gagne-pains, des cerveaux et tout ce dont un pays a besoin pour prospérer. Bien sûr, la Russie en tant qu'entité survivra probablement au prochain siècle, mais elle le fera en regardant des puissances mondiales émergentes comme la Chine et l'Inde la dépasser, tout cela au nom des fantasmes territoriaux de Poutine. Tout se résume à une question simple. Qui va reconstruire en Russie ? Ce ne seront pas les gens que Poutine sacrifie pour ses propres ambitions mal avisées. Ils ne travailleront pas, n'auront pas d'enfants, et ne feront rien pour sauver la Russie de son destin, apparemment inévitable d'ici 2100. Ce ne sera même pas Poutine, le président de la Russie, qui a 73 ans, et à moins qu'il n'ait l'intention que la Russie utilise une succession sans fin de sosies pour feindre l'immortalité, il ne sera plus là encore très longtemps. Revenons sur le champ de bataille. La réalité, c'est que l'ampleur des pertes russes que nous voyons actuellement ne va pas s'améliorer. Le ministère de la Défense ukrainien vise à tuer 50 000 soldats russes par mois, ce qui aggraverait la crise de recrutement liée au manque de Russes prêts à combattre pour le salaire de Poutine. Chaque décès aggravera aussi le problème démographique russe, comme expliqué précédemment. L'Ukraine a de bonnes chances d'y parvenir, si l'on en croit la situation actuelle sur le terrain. Les offensives russes faiblissent déjà. Au rythme actuel, il faudra à la Russie au moins 2 années supplémentaires pour occuper entièrement la région du Donbass, pour laquelle elle se bat en ce moment, selon le projet de surveillance Deep State UA. Cela signifie 2 années de mort supplémentaires, qui selon une estimation basée sur les pertes russes actuelles, coûteront environ 600 000 personnes au pays. Probablement plus, étant donné que les grandes offensives mécanisées de la Russie appartiennent en grande partie au passé. La Russie a manqué de blindés avant de soldats. Elle emploie l'infanterie débarquée pour de faibles avancées, avec des tactiques d'infiltration causant souvent plus de morts, ce qui est devenu la norme. Après l'échec de la soi-disant opération militaire spéciale, Poutine a parié que sous forte pression russe, l'Ukraine s'effondrerait. Ce pari est désormais perdu, affirme Mikhail Kaufmann de la Fondation Carnegie. Le pari de Poutine a été que la pression soutenue sur tous les fronts finirait par entraîner un effondrement du côté ukrainien. Mais la façon dont les forces russes combattent ne permettra tout simplement pas d'obtenir des percées opérationnelles significatives, affirme Kaufmann. Tout ce que nous pouvons nous demander maintenant, c'est combien de temps Poutine va-t-il continuer tout cela ? Plus la guerre en Ukraine dure, plus la Russie aura mauvaise image à la fin du siècle. Si Poutine persiste dans ce pari perdu, la Russie pourrait atteindre sa population prévue plus vite, ruinant ainsi son économie, son armée et son peuple. L'armée de Poutine est en train de s'épuiser. La Russie elle-même fait de même. Poutine voulait un empire et il a provoqué un effondrement. La pression économique, les désirs croissants de séparatisme et l'influence géopolitique qui s'estompe contribuent tous à la chute de la Russie. Et ça continue encore et encore. Le Kremlin ordonne les assauts, et les soldats russes marchent. Privés de blindés, et dans un état déplorable, ces soldats tentent de traverser des zones de destruction remplies de drones pour affronter les Ukrainiens, qui les attendent pour les détruire. L'inévitable est en train de se produire. Les soldats russes meurent en nombre record. Les troupes de Vladimir Poutine sont anéanties alors qu'une tempête de drones s'abat, infligeant à la Russie les pires pertes militaires de son histoire moderne. Janvier a été un mois de mort constante pour la Russie, et ce sont les drones ukrainiens qui sont une fois de plus au cœur de l'action. Le 5 février, l'Ukraine a annoncé avoir éliminé plus de 30 000 soldats russes, rien qu'en janvier. Quand nous disons éliminer,
Cela signifie que ces soldats ne reviendront jamais. Ils n'ont pas été blessés. Ils n'ont pas été capturés. Ce sont tous des soldats qui ont été anéantis par les drones ukrainiens, chaque décès ayant été vérifié, comme l'explique le président Volodymyr Zelensky. Toutes les pertes sont vérifiées. Chaque frappe a une confirmation vidéo dans le système Delta, a déclaré Zelensky en révélant les chiffres. Nous reviendrons sur ce système intéressant. D'abord, le nouveau ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, s'est aussi exprimé sur les réalisations des forces de système sans pilote en janvier. Sur Telegram, Fedorov a annoncé « En janvier, les forces de défense ont éliminé plus de 30 000 soldats russes. Toutes les pertes ont été vérifiées. Chaque frappe dispose d'une confirmation vidéo dans le système Delta. Le leader dans ce domaine, selon les résultats de ce mois-ci, a été l'unité spéciale Alpha du SBU. Cette partie est très intéressante. L'Ukraine a déjà établi des classements pour ses opérateurs de drones, afin de suivre leurs actions et récompenser ceux qui détruisent des soldats russes. Il semble que l'unité Alpha du service de sécurité d'Ukraine, ou SBU, ait enregistré le plus grand nombre d'éliminations ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain ce sera une autre unité. Fedorov a également apporté un peu plus de clarté sur les chiffres dans un graphique qu'il a partagé dans son post Telegram. Le nombre précis de soldats russes que l'Ukraine a tués de manière vérifiable en janvier était de 30 618, ce qui équivaut à environ 987 soldats russes morts chaque jour. Opérationnellement, cela a un effet énorme sur la Russie, car elle épuise ses soldats à un rythme tel que ses offensives sont naturellement limitées en force et en nombre. Il semble également que les opérateurs de drones ukrainiens aient participé à 7495 missions, que Fedorov appelle des missions NRC, au cours du mois. Selon la Pravda, les missions NRC sont menées par des robots terrestres ukrainiens. Fedorov a cité la 3e brigade d'assaut indépendante de l'Ukraine comme unité phare et rappelé que l'objectif est de développer un robot accomplissant un maximum de tâches dangereuses sur le champ de bataille pour protéger les soldats. Les détails comptent moins que les chiffres clés. En janvier, la Russie de Poutine a perdu plus de 30 000 soldats, y compris ceux que le dirigeant russe déshumanise. Il reste beaucoup à voir. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir les dernières réalisations de l'Ukraine en janvier. Nous avons déjà évoqué le système Delta ukrainien. Ce système permet au pays de suivre le nombre de cibles éliminées par ses opérateurs de drones, une technologie remarquable. En août dernier, le ministère de la Défense ukrainien, ou Mindef, a annoncé que le système Delta avait été déployé à tous les niveaux de l'armée ukrainienne, ce qui signifie essentiellement que chaque unité a désormais accès à la mine de données et d'informations que contient le système. Et mine est vraiment le terme parfait. La description technique du ministère de la Défense pour Delta est utile, mais elle ne montre pas vraiment la puissance du système. Denis Shmyhal, ex-ministre de la Défense, affirme que Delta est un écosystème numérique, offrant un avantage technologique aux forces armées ukrainiennes. Il offre une vision en temps réel du champ de bataille, aide à la planification et facilite le partage d'informations avec les unités, les brigades, les formations et les alliés si besoin. C'est donc clairement un outil de renseignement. Cependant, son ampleur est pratiquement sans égale dans le monde. Chaque élimination par drone revendiquée par l'Ukraine en janvier a été filmée par les mêmes drones FPV ayant mené ces frappes. Toutes ces vidéos sont sur Delta pour que tous puissent les voir, ce qui est déjà une information précieuse. Chaque élimination par drone peut révéler davantage d'informations, par exemple où les soldats russes déplacent leur matériel en Ukraine. Ajoutez à cela les drones de reconnaissance. Chaque drone utilisé par l'Ukraine pour surveiller le terrain envoie en temps réel ces images sur Delta. Les surveillants du système peuvent lancer des attaques rapides sur tout ce que les drones ukrainiens détectent, l'information étant partagée dans toute l'armée. Il y a bien plus, bien sûr. Mais déjà en août, Shmyhal affirmait que Delta permettait de cibler 2000 actifs russes par jour, ce qui représente environ 730 000 cibles vérifiées par an. Delta est peut-être le système le plus important dont l'Ukraine dispose. Nous avons travaillé sur les images de drones, mais comme l'indique Grey Dynamics, toutes les images et vidéos issues de sources humaines, capteurs, satellites ou tout dispositif transmettant à un système numérique sont envoyées à Delta. Le résultat de toutes ces informations, en termes simples, est une carte massive et illustrée qui révèle les positions des forces russes, cette carte étant essentielle à chaque décision que l'Ukraine prend sur le terrain et dans les airs. C'est la guerre en réseau, et en moins de 4 ans, l'Ukraine en est devenue un maître. C'est grâce à Delta que l'Ukraine sait exactement combien de soldats russes elle a tués en janvier. Delta nous montre aussi
que le nombre de tués en janvier s'inscrit dans plusieurs mois, où l'Ukraine inflige d'énormes pertes aux envahisseurs russes. En décembre, par exemple, Zelensky a affirmé que l'Ukraine avait tué 35 000 soldats russes ce mois-là. C'était le double des soldats russes tués en décembre 2024, bien qu'on ne sache pas si toutes ces pertes viennent de drones ou de diverses sources confirmées. United 24 Media ajoute que le nombre de morts pour novembre était d'environ 26 000, avec près de 25 000 morts en octobre, tous vérifiés par Delta. Ce que nous avons vu en janvier n'est pas isolé. Ce schéma de guerre en Ukraine montre que l'Ukraine inflige régulièrement de lourdes pertes à la Russie, ce qui lui est préjudiciable. Vous allez bientôt découvrir ses raisons. Mais d'abord, un point important. Les pertes rapportées par l'Ukraine pour janvier sont seulement celles vérifiées via Delta. Il y en aura d'autres. Delta ne peut prouver que les pertes enregistrées et téléchargées dans le système. Pas chaque perte infligée par l'Ukraine. Par exemple, des tirs d'artillerie ukrainiens détruisent une tranchée russe. Une telle attaque pourrait tuer plusieurs occupants de Poutine. Mais ces décès ne seraient confirmés que s'ils étaient enregistrés ou photographiés. C'est difficile quand les corps sont dans des tranchées ou des bunkers. Et l'Ukraine a plus important à faire que de gaspiller des drones pour vérifier chaque site détruit. Il suffit de savoir que le site a été anéanti. Dans de tels cas, les morts ne sont pas comptés. Des frappes non enregistrées contre la Russie ont lieu quotidiennement. Cela signifie que nous pouvons probablement ajouter plusieurs milliers de morts supplémentaires aux chiffres que l'Ukraine a révélés, transformant un mois déjà terrible pour Poutine en un mois qui pourrait indiquer qu'un véritable tournant a eu lieu dans la guerre. Et comme si la situation ne pouvait pas empirer pour la Russie, l'Ukraine a aussi annoncé qu'elle ne comptait pas s'arrêter là. 30 000 morts confirmés en un mois, c'est déjà impressionnant, mais qu'en serait-il de 50 000 ? C'est l'objectif mensuel que Fyodorov a fixé pour les drones ukrainiens en 2026, dans une démarche visant à rendre le coût de la guerre, tant en argent qu'en effectifs, insoutenable pour la Russie. Nous pourrions donc enregistrer d'autres mois records en 2026 si la guerre dure jusqu'à la fin de l'année. Et ce n'est pas tout. En janvier, les opérateurs de drones FPV ukrainiens ont fait la une, mais ces opérateurs défensifs ont aussi joué un rôle clé. Laissons Fedorov expliquer. Les opérateurs de drones intercepteurs ont abattu un nombre record de Shahids, Nemesis étant le leader, a déclaré le ministre de la Défense ukrainien sur Telegram. Il a ajouté « Nous renforçons l'efficacité des petits systèmes de défense aérienne pour protéger le ciel. Avec nos partenaires, nous empêchons l'ennemi d'utiliser les technologies occidentales contre les Ukrainiens. » Fedorov ne donne aucun chiffre, mais souligne les performances records des opérateurs de drones intercepteurs ukrainiens, qui doivent vraiment battre des records. Selon UKR Inform, la Russie a lancé plus de 6000 drones d'attaque à longue portée, probablement des drones Shahed et des variantes du modèle Shahed, en janvier 2026. Un nombre massif de drones a été envoyé pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Plus les intercepteurs ukrainiens peuvent détruire de drones d'attaque, mieux c'est pour les autres systèmes de défense aérienne, qui peuvent ainsi se concentrer sur la destruction des missiles et des bombes guidées que la Russie lance généralement en même temps que ses drones. Rien de tout cela n'est bon pour la Russie. Avant de continuer, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal si vous voulez en savoir plus sur la défense de l'Ukraine face à l'agression de Poutine. Nous avons souvent dit que les actions de l'Ukraine en janvier auront de multiples impacts sur le champ de bataille, le principal étant simple. L'Ukraine continue d'éliminer de nombreux soldats russes. Comme déjà mentionné, c'est le deuxième mois consécutif où les drones ukrainiens dépassent 30 000 éliminations, et le quatrième mois où l'Ukraine atteint ou dépasse environ 25 000. Ce que nous voyons ici est le résultat de plusieurs années d'efforts de l'Ukraine pour innover dans le domaine des drones, ce qui se traduit par une nouvelle forme de stratégie jamais vue auparavant. Les soldats russes ne mourraient pas en si grand nombre si l'Ukraine s'était limitée à mener le type de guerre que Vladimir Poutine voulait mener. Si l'Ukraine s'était seulement fortifiée et avait combattu les chars, blindés, artillerie et soldats russes, les forces de Poutine auraient progressé bien plus vite en Ukraine. Mais les soldats avancent à peine, et la raison en est que des dizaines de milliers d'entre eux sont mis en pièces bien avant d'atteindre les positions qu'ils sont censés attaquer. L'Ukraine a établi de vastes zones de tir remplies de drones FPV et autres défenses, situées devant les fortifications que la Russie doit franchir. Comme l'a rapporté Politico en novembre, cela a créé une zone grise d'horreur où les drones cherchent sans cesse des cibles. Cette zone grise s'étend souvent jusqu'à 20 km, soit environ 12,4 miles depuis le front. Aucun camp ne souhaite ses soldats dans la zone grise. Et l'Ukraine n'a pas besoin d'en envoyer. La Russie lance ses assauts,
envoyant des milliers de soldats à travers un no man's land moderne, rappelant la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale. La défense des villes ukrainiennes dépend fortement de ces zones de tir, qui montrent leur efficacité. La Russie doit sacrifier de nombreux soldats et du matériel pour avancer, tandis que les défenseurs ukrainiens attendent et laissent la chair à canon aller d'elle-même au hachoir. Lorsque les forces russes parviennent à percer, elles sont complètement épuisées. Quant à l'Ukraine, l'usure qu'elle inflige aux forces attaquantes russes crée des brèches dans les zones de tir, à travers lesquelles des contre-attaques ciblées peuvent être lancées. L'Ukraine n'a pas à envoyer des milliers de soldats. Une fois que les zones de tir et les milliers de drones qui y volent ont fait leur travail, l'Ukraine peut contre-attaquer. Le 5 février a aussi apporté une révélation intéressante. Selon NBC News, Zelensky a reconnu que 55 000 soldats ukrainiens sont morts dans la lutte contre la Russie. C'est une tragédie pour l'Ukraine, mais cela montre aussi à quel point elle a efficacement défendu son territoire face à l'agression russe. 55 000 est inférieur au nombre de morts que l'Ukraine a infligé aux forces russes en décembre et janvier, qui s'élève à un total de 65 000 morts. La Russie a perdu plus de soldats en 2 mois que l'Ukraine en près de 4 ans de combat. Nous avons un peu plus d'informations sur ces chiffres. En février 2025, Zelensky a affirmé que 46 000 soldats ukrainiens avaient été tués. Ainsi, l'année écoulée a vu l'Ukraine perdre seulement 9 000 soldats, soit un taux de mortalité de 750 par mois. La Russie a perdu 40 fois ce nombre rien qu'en janvier. C'est une statistique choquante qui révèle 2 choses. La stratégie de la Russie ne fonctionne pas, et l'Ukraine utilise avec succès ses drones pour infliger d'énormes pertes, tout en préservant la vie de ses propres soldats. Nous revenons sur le fait que l'Ukraine a bouleversé les règles de la guerre, contrairement aux attentes de Poutine. Aucune défense ne semble aider la Russie. Des filets et interférences de signaux peuvent limiter les drones ukrainiens dans les territoires occupés, mais sur les zones de tir, les soldats russes restent sans protection. C'est parfois le cas, car la Russie envoie son infanterie attaquer les défenses ukrainiennes. Avec des unités de 4 à 6 soldats, il suffit de peu pour qu'elles se disloquent. Alors qu'ils traversent les zones de tir, ce qui pousse les soldats russes paniqués à courir dans tous les sens jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Un drone les repère. Delta reçoit une nouvelle vidéo. Seul un manque de drones pourrait compromettre la stratégie de zone de tir de l'Ukraine, obligeant ses soldats à s'impliquer davantage dans la défense des villes. Cependant, tout espoir que Poutine avait de voir cela se produire a déjà été anéanti. Le 26 janvier, Militarny a rapporté que l'Ukraine prévoyait de produire plus de 7 millions de drones de différents types en 2026 mancal. Ce chiffre a été révélé par le vice-ministre ukrainien de la Défense, Serhii Boyev. Il a précisé que les drones ukrainiens ont créé des zones de frappe, soit des zones de destruction de 20 km. Avec l'augmentation de la production de drones, l'Ukraine prévoit d'étendre ces zones de destruction à 100 km, soit environ 62 miles. Cela sera fait en frappant des cibles russes en profondeur et en éliminant soldats et équipements, approchant les défenses ukrainiennes. C'est une évolution. L'Ukraine utilisera des drones de frappe intermédiaires pour attaquer les nœuds logistiques, les centres de commandement et les rassemblements de troupes derrière les lignes de combat, tandis que ces drones FPV rendent la vie infernale aux soldats qui se trouvent réellement sur ces lignes. Pendant ce temps, Delta transmettra des informations aux soldats ukrainiens, qui utilisent que de plus en plus des drones pour accomplir des tâches auparavant très risquées. En 2026, nous commençons à voir l'Ukraine faire ce que les médias United 24 appellent « infléchir la courbe ». Jusqu'à présent, la Russie a non seulement remplacé ses soldats perdus, mais a aussi recruté assez pour multiplier plusieurs fois la taille de sa force en Ukraine. L'objectif des 50 000 morts fixé par Fedorov est essentiel pour surmonter la supériorité numérique de la Russie, comme l'explique le média United 24. C'est crucial pour la guerre en Ukraine. En 4 ans de combat, Moscou a envoyé une armée entière dans la guerre et l'a perdue, soit 1,2 million de personnes, puis en a recruté à nouveau autant. Ayant lancé son invasion à grande échelle avec 160 000 soldats, le groupe russe présent sur le territoire ukrainien compte désormais plus de 700 000 militaires selon le média. Infléchir la courbe signifie inverser la tendance qui permet à la Russie de remplacer les soldats perdus et de renforcer ses effectifs existants. En d'autres termes, l'objectif de l'Ukraine est désormais d'infliger tellement de pertes à la Russie chaque mois que les recruteurs de Poutine ne puissent tout simplement pas suivre le rythme. Si l'Ukraine parvient à ce stade, 700 000 soldats deviendraient bientôt 650 000, puis 600 000 et ainsi de suite, ce qui ferait disparaître le seul avantage que la Russie possède encore sur l'Ukraine. Les 2 derniers mois ont été décisifs pour l'Ukraine avec une inflexion de la courbe.
Selon le Kiev Independent, la Russie n'a réussi à recruter que 27 400 nouveaux soldats sous contrat en décembre. Vous vous rappelez peut-être que l'Ukraine a tué environ 35 000 soldats russes ce mois-là, soit un déficit de 7 600 soldats pour la Russie en décembre. Nous ne savons pas encore si les efforts de recrutement de la Russie ont été plus fructueux en janvier que le mois précédent. Mais même si c'était le cas, la Russie vise 400 000 nouvelles recrues en 2026, ce qui représente environ 33 300 par mois. Janvier pourrait être un autre mois où les pertes irrécupérables de la Russie ont dépassé le recrutement, sans garantie que l'objectif fixé par la Russie soit atteint. Cela veut dire que les pertes russes en Ukraine dépassent les recrutements. La courbe est en train de s'infléchir. Si l'Ukraine atteint son objectif de 50 000 soldats russes tués par mois, cela anéantira tout espoir pour Poutine de vaincre l'Ukraine. L'Ukraine a transformé une arme initialement curieuse en l'une des plus efficaces de la guerre moderne. Le groupe Lazar a joué un rôle crucial dans le développement des drones ukrainiens, car ce groupe a aidé l'Ukraine à transformer la traque des Russes en une opération continue, semblable à celle de McDonald's, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le rouleau compresseur russe était censé écraser l'Ukraine, laissant Poutine et ses acolytes du Kremlin en position de projeter leur puissance de manière irréaliste sur l'Europe. Mais cela ne s'est pas produit. Ce qui devait être une invasion éclair n'a fait qu'exposer la Russie comme la pire armée moderne du siècle dernier. La guerre de Poutine en Ukraine explose à l'heure où nous parlons, et nous sommes tous témoins de ce à quoi ressemble un effondrement militaire total. Et la preuve en vient d'un rapport récent du Centre d'études stratégiques et internationales, ou CSIS, qui a souligné que les avancées de la Russie en Ukraine sont tellement pathétiques que le monde militaire moderne n'a rien vu de tel depuis la Première Guerre mondiale. Toutes les guerres depuis ont connu des avancées plus rapides que ce que la Russie réalise en Ukraine, et même certaines des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale ont abouti à un rythme d'avancée plus rapide que ce que la Russie accomplit. Alors que les soldats de Poutine affrontent des vagues de drones, des tirs d'artillerie intenses et une défense ukrainienne qui s'adapte à tout, un chiffre clé ressort. La Russie avance à un rythme compris entre 15 et 70 mètres, soit environ 49,2 à 229,6 pieds par jour. Vous pourriez parcourir cette distance pour atteindre le trottoir depuis chez vous, ce qui montre que les forces russes avancent lentement, non vers la victoire, mais vers une défaite inévitable et dévastatrice. La Russie paye cher pour ses faibles gains, comme vous le verrez en poursuivant la vidéo. Avant d'aborder ce sujet, il convient d'examiner le rapport du CSI et ses implications sur l'avancée réelle de la Russie sur le territoire conquis. Les 2 dernières années ont été difficiles pour la Russie en matière de progrès. Après la chute d'Avdivka, dans l'oblast de Donetsk, qui a eu lieu en février 2024, la Russie pensait avoir tout l'élan nécessaire et qu'elle allait balayer Donetsk à sa guise. Seule la ville de Pokrovsk, principal centre logistique et de transport de l'Ukraine dans le Donetsk et sur tout le front Est, se dressait sur son chemin. La Russie n'aurait qu'à faire tomber la cible. Pokrovsk a été bombardé presque dès la chute d'Avdivka. Des bombes planantes tombaient constamment sur la ville, ravageant ses bâtiments et détruisant toute trace de l'impressionnante agglomération qu'elle avait autrefois été. La Russie a utilisé des drones longue portée et FPV pour approcher ses troupes de Pokrovsk. Une fois les soldats proches de la ville, l'artillerie a bombardé en même temps que les assauts d'infanterie. Tactique russe, classique, inonder l'ennemi de matériel et d'hommes pour que la Russie l'emporte. Sauf que la Russie n'a pas gagné. Comme le note le CSIS, la Russie n'a réussi à avancer que d'un peu moins de 50 km, soit environ 31 miles, en direction de Pokrovsk, depuis la chute d'Avdivka et janvier 2026. Cela correspond au rythme glacial de 70 mètres par jour que nous avons mentionné plus tôt, et cela signifie qu'il a fallu presque 2 ans à la Russie pour obtenir un contrôle partiel sur Pokrovsk. Nous disons partiel car l'Ukraine défend encore le nord de la ville. Il pourrait donc s'écouler de nombreuses semaines, voire des mois, avant que Pokrovsk ne tombe finalement, en supposant qu'elle tombe tout court. Cet échec russe à capturer des villes et des localités clés ne se limite pas à Pokrovsk. Prenez par exemple la localité de Chassiv Yar. Bien plus petite que Pokrovsk, Chassiv Yar est un autre des nœuds défensifs de l'Ukraine. La Russie s'est intéressée à cette localité en février 2024, après avoir pris Bakhmout en mai 2023, affirmant l'avoir capturée à nouveau en juillet 2025. L'Ukraine se battait déjà lors de cette déclaration et continue aujourd'hui, la Russie avançant vers Chassiv Yar plus lentement qu'à Pokrovsk. Dans son rapport sur l'article du CSIS, United 24 Media indique que les forces russes ont avancé d'environ 10 km,
soit environ 6,2 miles en 2 ans de tentatives pour prendre Chassiv Yar. Et ce rythme d'avancée nous donne la limite inférieure des estimations quotidiennes que nous avons mises en avant comme chiffre principal tout à l'heure, soit seulement 15 mètres par jour. Partout où l'on regarde sur les portions des lignes de combat où la Russie essaie activement d'avancer aussi vite que possible, on peut constater ce genre d'échec. Dans le secteur de Kupiansk, qui se trouve à Kharkiv, la Russie a réussi à progresser. Seulement 9,5 km, soit environ 5,9 miles, depuis la mi-novembre 2024, ce qui représente une avancée quotidienne moyenne de seulement 23 mètres, ou un peu plus de 75 pieds. La Russie affirme avoir capturé Kupiansk comme Chassiv Yar, pour une raison que nous expliquerons plus tard dans la vidéo. Le seul point positif pour la Russie, c'est qu'elle a réussi à avancer rapidement dans ses tentatives de prendre la ville de Ouliaïpol, qui se trouve dans l'oblast de Zaporijia. Là-bas, les forces russes ont réussi à avancer de 18,5 km, soit environ 11,5 miles, à un rythme de 297 mètres ou 974 pieds par jour. Après avoir vu la situation ailleurs en Ukraine, la Russie doit se demander combien de temps elle pourra tenir ce rythme à Ouliaïpol, avant que l'Ukraine n'y organise une défense similaire à celle des 3 autres régions évoquées. Voyons maintenant les chiffres intéressants. Comment la progression de la Russie se compare-t-elle à d'autres conflits du siècle dernier ? Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les offensives russes en cours, à l'exception de celles dans le secteur de Ouliaïpol, atteignent un rythme d'avancée de seulement 15 à 70 mètres par jour selon le secteur. C'est pire que lors de la bataille acharnée de la Somme, où les troupes britanniques et françaises avançaient d'au moins 80 mètres, soit environ 260 pieds par jour. Cette bataille fut l'une des plus sanglantes de toute la Première Guerre mondiale, au point que le Royaume-Uni a subi 57 000 pertes en une seule journée, le 1er juillet 1916. La situation de la Russie n'est pas encore critique, mais sa progression est officiellement plus lente que lors d'une bataille de tranchées, où les soldats tombaient en masse dans le No Man's Land. Après le siège de Leningrad durant la Seconde Guerre mondiale, la Russie avançait bien plus vite, à environ 1 km ou 0,62 miles par jour, selon le CS6. Lors de la bataille de Galicie pendant la Première Guerre mondiale, la Russie a réussi à atteindre un rythme d'avancée de 1,58 km, soit un peu moins d'un mile par jour. Encore une fois, ce sont des batailles d'usure avec de lourdes pertes et la Russie progresse bien plus lentement. Mais voici le clou du spectacle, un nouveau camouflet pour Poutine. Lorsque l'Ukraine a mené une contre-invasion dans l'oblast russe de Koursk, ses soldats ont réussi à avancer à un rythme de 1,25 km, soit environ 0,77 miles par jour. C'est plus rapide que l'avancée de la Russie sur tout front majeur en Ukraine, sauf lors des premiers jours de l'invasion, quand elle avait conquis de vastes territoires à Kharkiv, Louhansk, Donetsk et ailleurs. Depuis, la Russie avance difficilement vers son objectif. Une tortue militaire géante est aussi inutile que les chars homonymes, équipés de défenses bricolées pour tenter de résister aux drones ukrainiens. Ces chars tortues atteignent rarement leur but, tout comme les forces russes en progression. En prenant du recul, le CS6 rapporte que la Russie a réussi à s'emparer complètement d'environ 75 000 km², soit environ 28 950 miles² de l'Ukraine, depuis que Poutine a lancé son invasion sanglante en février 2022. En termes d'occupation et de contrôle, le chiffre est un peu plus élevé. 120 000 km², soit un peu plus de 46 300 miles², ce qui représente environ 20% de l'Ukraine. Ce territoire comprend la Crimée, annexée par la Russie en 2014, ainsi que de petites parties du Donbass occupées durant cette période. Ce qui semble être un chiffre impressionnant à première vue, les moins lorsque l'on prend en compte la quantité totale de territoire que la Russie a capturé au cours des 2 dernières années. En 2024, la Russie n'a occupé que 3604 km², soit 1391 000 carrés de l'Ukraine. En 2025, le chiffre était plus élevé, atteignant 4831 km², soit 1865 000 carrés. Mais c'est ce que la Russie a gagné en échange d'une offensive massive durant l'été, qui était censée mettre un point final à une guerre qui ne montre aucun signe de fin. Nous avons dit plus tôt dans la vidéo que nous assistons à un effondrement militaire. Ces gains dérisoires par rapport à la taille et à la force supposée de l'armée russe montrent que les forces de Poutine sont totalement incapables de réaliser le moindre progrès réel. Même leur maigre succès coûte désormais trop cher à la Russie, qui ne peut plus les supporter longtemps. Ce prix à lui seul change tout pour Poutine. Mais avant d'en parler, vous regardez The Military Show, et c'est le moment idéal pour vous abonner, afin de ne pas manquer de vidéos comme celle-ci à l'avenir.
Le rythme lent de l'avancée de la Russie pourrait être excusable si Poutine ordonnait à ses forces de rester en retrait et de n'attaquer l'Ukraine que lorsque des opportunités appropriées se présentèrent. Dans ce cas, la Russie resterait une tortue. Mais comme dans la fable, lentement mais sûrement, on gagne la course, selon la théorie. Mais vous savez ce que nous allons dire. La stratégie de la Russie en Ukraine n'a rien de réfléchi ni de prudent. La Russie a perdu des soldats à un rythme que personne n'aurait pu imaginer lorsque Poutine a lancé son invasion. Le CSIS estime que la Russie a perdu 1,2 million de soldats morts, blessés, capturés ou simplement portés disparus depuis février 2022. Ceci correspond globalement aux estimations du ministère des Finances de l'Ukraine, qui chiffre à environ 1 236 000 le nombre de soldats russes. 2025 a été une année particulièrement dommageable pour la Russie, car le CSIS rapporte qu'elle a perdu 415 000 soldats, ce qui crée un taux de perte mensuel de 35 000. La situation pourrait être plus sombre pour la Russie, surtout après les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky en fin d'année. Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait enregistré 35 000 éliminations, et non des pertes, parmi les forces russes en décembre 2025. En ajoutant les autres pertes, le taux mensuel dépasse largement l'estimation du CSIS et pourrait faire franchir à la Russie les 500 000 pertes en 2026 si l'Ukraine maintient sa défense. Laissons le CSIS remettre cela en contexte. Aucune grande puissance n'a subi un nombre de pertes ou de morts aussi élevé dans une guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, proclame le CSIS, ajoutant par exemple que les pertes et les morts américaines sur le champ de bataille sont nettement inférieures. Les États-Unis ayant subi 54 487 morts au combat pendant la guerre de Corée, 47 434 morts pendant la guerre du Vietnam, 149 morts pendant la guerre du Golfe de 1990 à 1991, 2465 morts en Afghanistan lors de l'opération Enduring Freedom et de l'opération Freedom Sentinel, et 4432 morts en Irak lors de l'opération Iraqi Freedom. Sans tenir compte du succès ou non de ces campagnes, la Russie en arrive à un point où elle pourrait, chaque mois, perdre autant de soldats que les États-Unis en ont perdu pendant toute la guerre de Corée. Le bilan de Vladimir Poutine en Ukraine n'égale pas les succès militaires russes depuis la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, les pertes russes, estimées par le CSIS sur le champ de bataille, entre 275 000 et 325 000, sont 11 fois supérieures à celles enregistrées lors des deux guerres de Tchétchénie, qui ont eu lieu dans les années 1990 et 2000. Elles sont 17 fois supérieures à celles qu'a connues l'ancienne Union soviétique en Afghanistan, dans les années 1980. On dirait que Poutine veut battre un record. Et le prix des avancées les plus lentes au coût le plus élevé revient à la Russie. Pour aggraver la situation, la Russie est loin d'infliger à l'Ukraine le type de perte que cette dernière inflige aux forces de Poutine. Cela paraît évident, car un rythme lent signifie que la Russie ne peut éliminer beaucoup de soldats ukrainiens. Les proportions restent intéressantes à analyser. Selon le CSIS, l'Ukraine aurait probablement subi entre 500 000 et 600 000 pertes depuis février 2022, ce qui représente moins de la moitié du nombre de pertes de la Russie. Ces chiffres nous donnent un ratio compris entre 2 pour 1 et 2,5 pour 1 pour les pertes russes par rapport aux pertes ukrainiennes. Nous vous avons déjà présenté de nombreuses statistiques dans cette vidéo. Voyons maintenant ce que cela implique pour la Russie en 2026 et l'avenir de la guerre en Ukraine. Nous constatons d'abord l'effet de la stratégie d'usure russe en action. La Russie a toujours compté sur son avantage numérique lors de chaque guerre. Poutine suit l'ancien manuel soviétique, envoyant des soldats jusqu'à ce que le problème disparaisse. Les soldats, missiles, drones, artillerie, bombes planantes et chars utilisés par la Russie en Ukraine visent à épuiser progressivement les défenses ukrainiennes. En d'autres termes, le rythme d'avancée de la Russie n'allait jamais être rapide. Nous aurions dû observer des périodes où la Russie était bloquée par les fortifications ukrainiennes, suivies d'avancées rapides après la percée des forces russes. Bien sûr, nous n'avons pas vu cela se produire. Au contraire, et comme le note le Kiev Post, la défense de l'Ukraine a été si solide que même les quelques adaptations tactiques que la Russie a apportées à sa stratégie d'usure n'ont pas abouti aux percées dont Poutine a besoin. La ligne de front ukrainienne ne s'effondre pas. En réalité, chaque cycle d'envoi de soldats et d'équipements russes dans le hachoir à viande ne fait que signifier que la ligne de front russe est en train de s'autodétruire. Cela se voit dans les pertes majeures d'équipements militaires russes qui accompagnent le sang versé par la guerre de Poutine.
Le ministère des Finances ukrainien dit que la stratégie russe lui a coûté cher. Plus de 11 600 chars, plus de 23 950 véhicules blindés environ, 36 730 unités d'artillerie, bien plus de 118 000 drones et des milliers d'autres équipements. La logique montre que ces pertes sont intenables, surtout si la Russie veut vraiment percer. Les assauts faiblissent, car les blindés russes disparaissent, et les vétérans meurent, remplacés par des recrues qui meurent plus vite. Ce ne sont pas les seuls coups que la Russie subit. Nous reviendrons sur le deuxième type de coup dans un instant. Avant cela, revenons sur quelque chose que nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo. Nous avons expliqué pourquoi la Russie affirme avoir capturé des localités où les combats continuent. La raison est que la Russie veut apparaître comme le pays dominant dans la guerre. Un pays qui possède tous les atouts, obtient généralement un meilleur accord lors des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie en cours depuis un an. La nouvelle voix de l'Ukraine a relevé la fausse affirmation russe sur la prise de Kupiansk. Elle a cité un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, affirmant que le Kremlin cherche à créer une réalité alternative pour influencer les États-Unis en faveur de la Russie lors des pourparlers de paix. Encore une fois, c'est une logique simple. Si la Russie peut convaincre les bonnes personnes que ville après ville tombe sous sa puissance, elle peut aussi convaincre ces personnes de pousser l'Ukraine à céder les territoires occupés pour mettre fin à la guerre. Les données du CSIS partagées dans cette vidéo dissipent le rideau de fumée créé par la Russie. Mais croire que cela empêchera la Russie de propager ses mensonges est une erreur. Poutine n'a jamais laissé un détail aussi insignifiant que la vérité l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut. Et la Russie continue donc de faire des affirmations non prouvées. Le 27 janvier, Valery Gerasimov, chef d'état-major russe, a déclaré que la Russie avait pris Kupiansk dans la région de Kharkiv. Ce n'est pas le cas. Les forces russes se trouvent encore à au moins 10 km, soit environ 6,2 miles de cette localité, selon la nouvelle voix de l'Ukraine. Le même général a aussi déclaré ce jour-là que les forces russes avançaient presque partout. Gerasimov a déclaré que la Russie avait pris 17 localités ukrainiennes et environ 500 km², soit près de 193 miles carrés de territoire depuis le 1er janvier. Encore une fois, ce n'est pas le cas. L'ISW affirme que les gains réels de la Russie représentent à peine la moitié de ce qu'a déclaré Gerasimov, soit 265,45 km², un peu plus de 102 miles², pour la période en question. C'est mensonge sur mensonge sur mensonge, et tout cela a été démoli par le CSIS et ses révélations. Le Kremlin diffuse ces fausses histoires, ce qui n'est pas surprenant. Nous avons déjà dit que la Russie paie un prix au-delà des pertes humaines et matérielles. L'argent, tout simplement, est aussi un problème énorme. Chaque jour qui passe sans que la Russie n'obtienne de véritables gains inflige un coût énorme à l'économie du pays. Le CSIS couvre les points négatifs. En 2025, le secteur manufacturier russe a connu 7 mois consécutifs de contraction. La production du pays a connu 10 mois de baisse sur 12, un résultat encore pire. L'inflation était et reste élevée en Russie, et cela s'est accompagné d'une baisse de la demande des consommateurs, ce qui entraîne à son tour de nouvelles baisses dans le secteur manufacturier. La croissance économique que la Russie affichait au début de la guerre a désormais fortement ralenti. En 2025, le produit intérieur brut réel, ou PIB, de la Russie n'a augmenté que de 0,6%, après une année où la croissance avait atteint 4,3%. Et pour 2026, le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 0,8% pour la Russie, un chiffre qui a été révisé à la baisse par rapport à la prévision précédente de 1% de l'organisation. Ajoutez à cela les problèmes de capitaux dus à la baisse des revenus pétroliers, au manque d'investissements étrangers et à des emprunts minimes sur les marchés internationaux, et la décision précipitée de Poutine d'allouer près de la moitié du budget russe à l'armée. Cela crée une poudrière reposant sur d'autres prêtes à exploser. Que reste-t-il à la Russie ? Des armes nucléaires et une grande armée. C'est à peu près tout, car elle manque d'argent, elle est dépourvue d'innovation, et sa grande armée manque de plus en plus de personnes ayant de vraies connaissances ou des compétences de combat, parce que ces personnes ont été tuées. La Russie est donc une puissance déclinante. Ces maigres gains en Ukraine ont seulement révélé ce que Poutine tentait de dissimuler depuis des années, ce qui a dû amener le président russe à s'interroger. Sans l'invasion de l'Ukraine, pourrait-il encore prétendre que la Russie est l'un des pays les plus puissants ? Il est trop tard pour répondre à cette question maintenant, ne laissant à Poutine rien d'autre qu'un avenir rempli du genre de gains dérisoires et de pertes massives que nous avons vues depuis 2024. L'Ukraine a retourné la situation face à la stratégie militaire russe. La guerre d'usure lui est désormais favorable.
La seule chance de Poutine maintenant est de convaincre les alliés occidentaux de l'Ukraine d'abandonner avant que son armée ne s'effondre dans l'oubli. À l'apogée de l'Union soviétique, la Russie était l'une des nations les plus puissantes. Des milliers d'équipements ont été construits, en prévision d'une guerre avec les États-Unis qui n'a jamais eu lieu. Les va-t-en-guerre soviétiques ignoraient que leurs descendants utiliseraient leur équipement des décennies après sa péremption. La Russie fait cela et en subit les conséquences. Elle doit utiliser des blindés soviétiques usés, ses réserves étant épuisées. Pourquoi ? L'Ukraine a anéanti tout le reste. Ceci est particulièrement évident avec les chars et véhicules blindés russes. Le 24 janvier, David Axe, écrivant pour Euromaidan Press, a fait l'affirmation remarquable que la Russie a réussi à remplacer toutes ses unités de véhicules blindés perdus. Une fois. Mais ces remplacements provenaient des réserves en décomposition que la Russie possédait depuis l'époque soviétique. Maintenant, ces réserves ont disparu, consommé tout comme une grande partie des blindés que la Russie a envoyés en Ukraine. Et avec des blindés plus faibles désormais en première ligne, ce n'est qu'une question de temps avant que la Russie ne se retrouve avec le vide qui règne désormais au-dessus du bitume de ses installations de stockage comme seul remplaçant potentiel pour les blindés que l'Ukraine va détruire. Tout semblait si bien commencer pour la Russie. Quand Poutine a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale, la Russie avait l'avantage numérique partout. Sur le front des véhicules de combat d'infanterie, ou VCI, et des transports de troupes blindées, ou VTT, la Russie est entrée en Ukraine avec 13 842 de ces types de véhicules combinés. Cela aurait dû suffire pour que la Russie écrase l'Ukraine, surtout si l'hypothèse du Kremlin selon laquelle l'Ukraine répondrait à l'invasion par une stratégie adaptée au style de guerre d'usure de la Russie s'était confirmée. Cette hypothèse était une erreur. L'Ukraine a adopté une stratégie asymétrique, compliquant l'utilisation des blindés russes, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. Pendant les premières années de la guerre, Poutine a tout misé sur la stratégie russe, envoyer un nombre énorme de chars, véhicules de combat et transports blindés pour faire céder les défenses ukrainiennes. Au lieu de cela, ce que nous voyons maintenant, c'est que le stock de blindés de la Russie est parti en fumée, et elle n'est plus en position d'envoyer des remplaçants pour tout ce que l'Ukraine détruira ensuite. Les chiffres sont catastrophiques pour la Russie, même en ne considérant que les pertes confirmées de chars et véhicules blindés. Ces chiffres viennent d'Oryx, qui suit en temps réel les pertes militaires russes, et ne compte que les armes perdues par la Russie prouvées par des preuves photos ou vidéos accessibles aux communautés de renseignement en source ouverte. Même avec cette limitation auto-imposée, Oryx enregistre que la Russie a perdu 4308 de ses chars ainsi que 8735 de ses véhicules blindés et véhicules de combat d'infanterie. Pour ceux qui suivent depuis chez eux, près de 9000 véhicules blindés et véhicules de combat d'infanterie perdus représentent environ les 2/3 de l'ensemble de la flotte de ce type de véhicules que la Russie a envoyé en Ukraine lors de l'invasion initiale de Poutine. Et ce ne sont là que les pertes confirmées. Les chiffres d'Oryx suffiraient à faire pleurer Poutine. Selon l'Ukraine, la Russie aurait perdu davantage de chars et véhicules, ce qui suggère qu'elle a déjà puisé encore plus dans ses réserves de blindés dont nous allons parler. Le ministère des Finances ukrainien affirme que les pertes de chars russes s'élèvent à 11 605 au 25 janvier. Quant aux véhicules blindés de tout type, le ministère affirme que la Russie en a perdu 23 950. Ce sont des chiffres énormes, peu importe la source à laquelle vous faites confiance. Même si les chiffres réels sont entre ces deux données, rien ne change pour la Russie. La réalité à laquelle Poutine doit maintenant faire face, c'est que les stocks de blindés déjà rouillés et datant de l'époque soviétique qu'il envoyait en Ukraine sont épuisés et que les chiffres de production de la Russie ne sont pas du tout suffisants pour compenser ce manque. L'analyste militaire tchèque Jakub Janovský a souligné ce point dans un message où il a déclaré que la flotte de VCI et de VTT de la Russie est désormais, à bien des égards, à peu près comparable ou légèrement supérieure à ce que l'armée russe avait en service au début de l'invasion de 2022. Bien que cela puisse sembler être une bonne nouvelle à première vue, ce n'est le cas pour la Russie que parce qu'elle a épuisé ses réserves afin de maintenir le nombre de VCI et de VTT. Les pertes annuelles confirmées s'élèvent désormais à environ 2400 selon Euromaidan Press, et la production tourne autour de 900 VCI et VTT par an. Cela laisse un déficit de 1500 véhicules, et encore une fois, ce sont les chiffres d'Oryx qui sont utilisés plutôt que ceux de l'Ukraine, un déficit que la Russie doit combler, en utilisant les stocks de blindés soviétiques qu'elle n'a tout simplement plus. Axe détaille encore plus les chiffres. Il dit que la Russie construit actuellement ses nouveaux VCI chenillés, BMP-3, et ses VTT à roues, BTR-82, à un rythme d'environ 400 à 500 unités chacun par an. Au mieux,
Cela donne à la Russie 1000 nouveaux VCI et VTT par an. Le chiffre est probablement plus proche de 900. Quant à ce que la guerre en Ukraine a coûté à la Russie en ce qui concerne ses véhicules, la Russie a confirmé la perte de 300 d'entre eux, 3600 de ses VCI BMP-1 et BMP-2, datant des années 1009, 160 et 170. 2150 des véhicules blindés de transport de troupes chenillées MTLB du pays, également des années 70, ont été détruits. Les véhicules plus modernes de la Russie ne s'en sortent pas mieux non plus. L'Ukraine a détruit 1900 des BTR-82 que nous venons de mentionner, ainsi que 890 des BMP-3 russes. Même le véhicule de combat d'infanterie aéroporté BMD n'est pas épargné, l'Ukraine ayant détruit 700 unités russes confirmées. Le vrai problème pour la Russie apparaît en examinant ses stocks restants, en insistant sur un mot clé, utilisable. Selon Axe, les stocks russes de BMP-1 et BMP-2, utilisables datant de l'époque soviétique, s'élevaient à environ 4900 en 2022. À présent, il ne reste plus que 1110 unités de ces véhicules en stockage. Les chiffres pour les MTLB sont tout aussi mauvais, puisque la Russie est passée de 3600 de ces véhicules à 530. Il n'y a plus de BTR-82 en stock, alors qu'il y en avait 1400. Désormais, tous les BTR-82 envoyés en Ukraine viennent directement de la production, qui ne suit plus la demande. La Russie ne possède également plus que 120 des 460 BMD avec lesquels elle a commencé l'invasion de l'Ukraine. Maintenant, il y a une raison pour laquelle nous avons insisté sur le mot « utilisable » tout à l'heure. Il est tout à fait vrai que la Russie a en réalité des milliers de VCI et de VTT de plus en réserve que ce qu'indiquent ces chiffres. Cependant, la grande majorité de ces carcasses de véhicules soviétiques pourrissants que la Russie possède sont dans un état de délabrement si avancé que la meilleure chose que la Russie puisse en faire est de les utiliser comme source de pièces détachées pour remplacer le nombre toujours décroissant de véhicules potentiellement utilisables. Ces stocks pourrissants ne sont pas réparables à un coût raisonnable, du moins. Il vaut mieux investir l'argent qui pourrait être dépensé pour réparer ces véhicules inutiles dans la construction de nouveaux véhicules. Et nous avons déjà vu les limites que la Russie a dans ce domaine. Voici ce que tout cela signifie. La Russie dispose désormais de 1800 VCI et VTT utilisables en réserve, et il est probable que beaucoup d'entre eux devront être réparés dans une certaine mesure. En plus de cela, elle construit environ 900 véhicules par an. Les 1800 véhicules sont une ressource unique. Une fois épuisés, il n'y en aura plus. La Russie a perdu entre 2250 et 5980 véhicules blindés chaque année depuis le début de la guerre en Ukraine, selon que vous utilisiez les chiffres d'Oryx ou ceux du ministère des Finances ukrainien. Vous n'avez pas besoin d'être un génie des mathématiques pour voir que rien de tout cela ne tient la route. Même si la Russie utilise toutes ses réserves actuelles, il ne lui reste qu'environ 1 an de réserve de véhicules de combat d'infanterie et de transport blindés, avant de ne plus pouvoir remplacer ses pertes. C'est alors que le nombre de ces véhicules en Ukraine baissera réellement, affectant la quantité de territoire que la Russie pourra prendre. Nous y reviendrons bientôt. Tout d'abord, tous ces problèmes que nous voyons avec les véhicules de combat d'infanterie et les transports de troupes blindées russes sont également présents dans ces stocks de chars. Nous avons déjà partagé les chiffres d'Oryx et du ministère des Finances concernant les pertes de chars russes. 4308 confirmés par Oryx et 11 605 revendiqués par l'Ukraine. En octobre 2025, le New Voice of Ukraine rapportait que la Russie avait épuisé ses stocks de chars disponibles, mais disposait encore de 3000 coques théoriquement restaurables. C'est un nombre faible, surtout si l'Ukraine dit vrai sur les pertes de chars russes. Encore une fois, cela représente environ 1 an de réserve de ce qui sont probablement de vieux chars soviétiques, qui sont des proies faciles pour les drones ukrainiens. Et selon Axe, le nombre de chars utilisables en réserve pourrait en réalité être aussi bas que 1030. Sur le plan de la production, Défense Express a déclaré en novembre que la Russie construit environ 250 de ses chars modernes T-90M par an, ainsi que 150 T-80 BVM, ce qui est loin d'être suffisant pour compenser toutes ces pertes. Où que vous regardiez, les blindés russes s'effondrent. D'ici environ 1 an, elle n'aura plus rien dans ses stocks, ce qui signifie qu'elle devra compter sur des installations de production qui sont loin de pouvoir suivre le rythme des pertes massives de véhicules blindés, de transports de troupes et de chars que la Russie subit en Ukraine. Et c'est exactement le genre de sujet que nous abordons sur The Military Show. Il y a encore beaucoup d'autres statistiques peu rapportées, comme celle-ci dont nous parlons également. Donc si vous trouvez de la valeur sur The Military Show et que vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a quelques minutes, nous avons évoqué un sujet que nous aborderons plus tard dans la vidéo.
À savoir que même si la Russie parvenait d'une manière ou d'une autre à reconstituer magiquement ses stocks épuisés de blindés de l'époque soviétique, ou à augmenter sa production de plusieurs milliers par an, cela ne changerait probablement pas grand-chose en termes de progrès. La raison en est très simple. Avoir des véhicules blindés d'infanterie, des transports de troupes et des chars ne signifie pas grand-chose lorsque les tactiques de guerre asymétriques de l'Ukraine rendent leur utilisation presque impossible pour la Russie. Axe souligne dans Euromaidan Press: posséder des véhicules sur le papier ne signifie pas que la Russie peut les utiliser. Les mines, drones et l'artillerie ukrainien rendent toute avancée mécanisée presque suicidaire. Il n'a pas tort. Les soldats russes se méfient de plus en plus des blindés que le Kremlin leur fournit, en supposant qu'ils en reçoivent réellement. Le média United 24 a souligné ce point dans un article de juin, où il affirmait que de nombreux véhicules blindés russes privilégient la puissance de feu au détriment de la protection des soldats à l'intérieur. Il mentionne le BMP-3, le véhicule de combat d'infanterie évoqué plus tôt. Ce véhicule de combat d'infanterie possède un canon principal de 100 mm et un de 30 mm, tous deux redoutables si les soldats russes s'approchent assez des troupes ukrainiennes, mais cela arrive rarement. Son blindage est tout simplement trop mince pour résister aux explosions des mines ukrainiennes, et surtout à celles des drones FPV en vue subjective. C'est pareil pour de nombreux autres blindés russes. Le BMP-2 a un blindage latéral et arrière, vulnérable aux mitrailleuses lourdes, et frontal de seulement 16 mètres. C'est bien moins d'un pouce, et la taille compte lorsqu'un drone kamikaze fonce sur vous. Le BTR-80 c'est encore pire, car son blindage latéral ne fait que 7 nm d'épaisseur, et peut être percé par une mitrailleuse lourde à une distance de 500 mètres, soit environ 1640 pieds. Imaginez être un soldat russe. Votre commandant vous ordonne, avec d'autres, de monter dans un véhicule pour attaquer une position ukrainienne. Mais vous êtes loin de cette position, sachant qu'une vaste zone de tir pleine de mines, de drones et peut-être d'unités ukrainiennes en embuscade à des points d'étranglement vous sépare. Allez-vous traverser une zone de tir dans un soi-disant véhicule blindé, vulnérable à tout ce qui dépasse un fusil standard? Bien sûr que non. Vous préféreriez sûrement y aller à pied, mais vous verrez bientôt pourquoi cela ne marche pas. Nous avons vu que les drones FPV ukrainiens causent de lourds dégâts et sont désormais le principal obstacle à l'utilisation significative par la Russie de ces véhicules blindés et chars. Nous n'avons besoin que de quelques incidents survenus ces derniers jours pour illustrer cela. Le 25 janvier, UKR Informed a rapporté que les forces de système sans pilote de l'Ukraine avaient détruit 2 chars et 29 véhicules en seulement 24 heures. À la même date, Defense Express a partagé une vidéo montrant les drones FPV ukrainiens traquant et bombardant sans relâche un char tortue russe jusqu'à sa destruction. D'ailleurs, il ne s'agit pas de type de chars spéciaux. Les chars tortues sont la façon dont la Russie essaie de résoudre le problème de la plupart de ses chars provenant de l'époque soviétique. Les T-62 et T-72 sont enveloppés de modifications de fortune, souvent des coques blindées soudées, ce qui les rend plus lourds et plus difficiles à conduire en échange d'une maigre protection contre les drones. La plupart du temps, cela ne fonctionne pas. L'Ukraine n'a qu'à envoyer quelques drones FPV de plus pour détruire un de ses chars. Le désespoir est désormais la seule défense de la Russie, visible dans les alternatives blindées qu'elle utilise en Ukraine. Selon Axe, l'an dernier, les régiments russes ont souvent abandonné leurs blindés et attaqué à pied, à moto ou à cheval. Des moyens de transport plus légers et plus petits ont de meilleures chances d'échapper à la surveillance aérienne. Bien sûr, une meilleure chance d'y échapper ne garantit pas un succès à 100% loin de là. Les chevauchés russes veulent rappeler leurs ancêtres médiévaux, mais cela importe peu face aux drones ukrainiens qui les repèrent et attaquent. La Russie essaie de dissimuler cette tactique particulièrement désespérée derrière un masque de bravade et de respect pour les braves soldats, et certainement pas terrifiée au point d'être content de porter des pantalons marrons, des soldats qui meurent sur leurs chevaux. Le 7 janvier, Forbes a même rapporté que les médias russes avaient tenté de vanter la soi-disant inventivité des soldats, qui tentaient d'attaquer les défenses ukrainiennes à cheval. C'est une manière de présenter une version alternative de l'histoire, où les blindés russes seraient si inefficaces que leurs soldats auraient plus de chance à cheval. Que ces charges de cavalerie soient souvent détruites importe peut-être peu à Poutine. Lui et le Kremlin pourraient même s'en réjouir. Au moins, un soldat mort à cheval n'a pas gaspillé un blindé que la Russie ne peut plus perdre. Les chevaux n'offrent guère une alternative viable aux blindés. Et cela nous amène à un autre problème majeur auquel la Russie est confrontée, et que nous avons mentionné plus tôt. De véritables percées contre les défenses de l'Ukraine ne sont pas possibles sans les véhicules blindés et les chars que la Russie a déjà consommés. Par véritable percée,
Nous parlons de celles qui avancent plus vite qu'un escargot et sans sacrifier des dizaines de milliers de soldats russes. Axe le résume ainsi. Les véhicules blindés restent le meilleur moyen d'exploiter rapidement une brèche ennemie. Comme la Russie ne peut pas les utiliser comme prévu, le Kremlin ne peut percer sans effondrement total des défenses ukrainiennes. Au lieu de cela, la Russie s'est mise à attaquer les défenses ukrainiennes avec de petites unités d'infanterie, composées de nombreux soldats avançant à pied, pour des gains minimes d'environ 1 km à chaque fois. En supposant qu'il y ait des gains tout court, le résultat prévisible est que la Russie use ses soldats à un rythme effréné. L'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, l'a souligné dans son évaluation du 31 décembre sur la campagne russe en Ukraine. Selon l'ISW, la Russie n'a réussi à capturer que 5 304 km², soit environ 3 295 000 carrés de territoire en 2025. Et même ce chiffre est trompeur, car 473 km², soit environ 293 000 carrés, correspondent à un territoire que la Russie a repris à l'Ukraine dans la région de Koursk, plutôt qu'à un territoire qu'elle a conquis en Ukraine même. En échange de ce territoire, la Russie a subi 416,507 des pertes. Cela représente 78 pertes pour chaque kilomètre carré gagné en Ukraine et à Koursk, ce qui constitue le véritable problème pour le Kremlin. La Russie a remplacé la perte de blindés par celle de soldats. Les deux sont des ressources limitées. Mediazona souligne dans son rapport du 30 décembre que 2025 en Russie a été pire qu'il n'y paraît. La Russie affirme que son armée s'étend et submergera bientôt l'Ukraine, mais elle envoie désormais des volontaires plus âgés servir de chair à canon contre les défenses ukrainiennes. La Russie a officiellement adopté une stratégie pour préserver les véhicules et sacrifier les hommes, selon Mediazona, preuve que ces réserves sont aussi faibles que affirmées par Axe. Concernant le vieillissement des hommes, les données de Mediazona, basées uniquement sur les pertes russes confirmées par des avis de décès et des rapports officiels, indiquent que l'âge moyen des pertes russes approche 50 ans, avec l'âge de décès le plus fréquent enregistré en 2025 se situant entre 46 et 52 ans. Il semble que le fait d'envoyer des hommes d'âge mûr accomplir des tâches que les véhicules blindés et les chars ne peuvent pas faire ne fonctionne pas très bien pour Poutine. La Russie a au moins reconnu ce fait. Selon Forbes, la Russie a expérimenté de nouvelles tactiques de chars qu'elle estime avoir de meilleures chances de succès que les tactiques utilisées auparavant. Désormais, la Russie associe 2 chars à une petite flotte de drones. Les drones coordonnent les tirs et améliorent la perception spatiale des chars, qui changent sans cesse de position pour tirer sans devenir des cibles fixes. La Russie n'a pas résolu le problème des opérateurs de drones ukrainiens, qui restent hors de portée des chars. Ainsi, les drones FPV peuvent encore attaquer et détruire les chars avant qu'ils n'atteignent les défenses ukrainiennes visées. Si les opérateurs de chars manquent de ravitaillement, nourriture, carburant, munitions, ils sont limités dans leurs actions. Malgré tout, la Russie essaie de s'adapter, mais cela ressemble à un cas de trop peu, trop tard, et cela ne change rien pour les nombreux VCI et VTT perdus. La Russie accentue la pression sur sa logistique déjà tendue, selon Forbes, ce qui pourrait signifier que cette stratégie est vouée à l'échec. Malgré ces problèmes qui compliquent la progression de la Russie en Ukraine et la préservation de ses blindés, l'avenir présente aussi des enjeux. La Russie veut une armée assez forte pour affronter l'OTAN, mais n'y arrivera pas avec autant de pertes. La peur s'insinue au Kremlin, car il sait qu'il y a un pays européen en particulier qui pourrait ruiner les plans futurs de Poutine. This is the story of Ukraine's scaled-down kill zone strategy and how it's breaking Russia's front line from within. Let's jump straight in, starting with a single number that directly showcases Ukraine's massive success, 1.45%. That's how much Ukrainian territory has been captured between 2023 and 2025. At the same time, Russia has been estimated to have suffered around 1.2 million casualties, including deaths and severe injuries. The equipment losses are equally as catastrophic, with over 16,100 armoured vehicles. And the country's financial toll has resulted in Russian President Vladimir Putin announcing that it would need to cut military spending for 2026, the first time in 10 years, all in the middle of an active military conflict. Think about that for a moment. Russia has basically ruined itself, and all it got was less than 2% of Ukraine's territory. In 2023, Russian forces managed to capture a meager 188 square miles. The year 2024 saw better results,
with about 1,500 square miles seized, but that still amounts to less than 1% of Ukraine's total territory. By 2025, Russia's advances had slowed to a crawl, sometimes averaging just 150 to 400 feet per day in key sectors like Kupiansk and Pokrovsk. To put this in perspective, that's slower than the Allied advance during the Battle of the Somme in World War I, which was one of history's most infamous examples of attritional grinding. And at the heart of Russia's inability to break through lies Ukraine's revolutionary kill zone strategy, a defensive concept that's fundamentally transformed how modern war is fought. But to understand why this strategy is so devastating, we need to look at how it differs from every major war of the 20th century. During World War I, trenches dominated the battlefield. Soldiers dug in, artillery pounded positions for days, and then infantry went over the top into no man's land, hoping to overwhelm enemy positions through sheer numbers. The kill zone was defined by machine gun range, which was maybe a few hundred yards of open ground where attackers were vulnerable. If you made it across that deadly space, you had a chance. World War II brought mobility back to warfare. Blitzkrieg tactics used combined arms, including early tanks, aircraft, and mechanized infantry to punch through defensive lines and exploit breakthroughs. The kill zone became more dynamic, but it was still measured in miles, up to a few of them. Air superiority mattered, but close air support required dedicated aircraft missions and forward air controllers. Even during the Cold War, when NATO and the Warsaw Pact faced off across Central Europe, defensive planning centered on layered positions. Both sides made concrete bunkers, tank obstacles, and minefields, all designed to channel enemy armor into predetermined kill zones where anti-tank weapons can engage them. These were static, carefully planned defensive belts. Ukraine's kill zone strategy went in a completely different direction. Today's kill zone isn't a fixed line on a map or a few hundred meters of open ground. It's a 15 to 25 mile deep zone of constant, omnipresent death that can strike anywhere, anytime, with almost perfect precision. And it's all thanks to the most disruptive military technology since the machine gun: drones. Think about the economics of aerial warfare in the 20th century. During World War II, launching a bombing raid required building massive bombers costing millions of dollars, training crews for months, organizing complex missions with dozens or hundreds of aircraft, and accepting that many wouldn't return. A single strategic bombing mission might involve thousands of personnel and tens of millions in equipment. Fast forward to today, a Ukrainian soldier sitting in a concealed dugout can launch a $400 FPV drone, guide it 15 miles across the battlefield, and destroy a Russian tank worth $3 million. The entire process takes minutes. But more importantly, the operation has minimal staffing requirements. You don't need a flight crew, a massive logistics operation, or an elaborate mission plan to pull it all off. All it takes is one drone and a better than average drone operator with up-to-date battlefield intel and fast reflexes. The ubiquity of these drones has made traditional trench warfare tactics completely obsolete. The late 20th century Soviet doctrine, which both Russia and Ukraine inherited, emphasized concentration of forces in large, heavily fortified strongpoints. The thinking was simple: mass your troops and equipment in well-defended positions, and you can hold out against artillery and armor assaults. But drones changed everything. By 2023, those concentrated positions became death traps. Wide trenches that once protected soldiers from artillery have now become easy targets for FPV drones. Large platoon-sized dugouts that seemed impregnable became mass graves when a single grenade-carrying drone could strike them with near-perfect accuracy. And the zone has actually expanded. Remember that 15 to 25 mile zone from earlier? Well, the International Center for Defense and Security noted that the kill zone started at around 3 to 5 miles out and then slowly grew as technology and equipment improved. More importantly for Ukraine, it recognized this shift faster than Russia and completely redesigned its defensive strategy. Instead of predetermined fortifications and static defensive lines like the French Maginot Line or Germany's Atlantic Wall,
Ukraine built a shifting, adaptive front line that maximizes the lethality of drone warfare while minimizing vulnerability. Here's how it works in practice. Ukraine's new fortification system spans over 1,200 miles across Donetsk, Kharkiv, and Dnipropetrovsk regions. But calling it a line is misleading. It's more accurate to think of it as a layered network of kill zones. The first layer consists of anti-tank and anti-personnel mines, networks of thin metal wires called Plutanka that slow infantry movement, and anti-tank ditches with barbed wire at the bottom to prevent soldiers from using them for cover. Then come the Dragon's Teeth, which are concrete tetrahedra connected by thick metal cables and wrapped in multiple rows of barbed wire. All of these obstacles are designed not to stop Russian forces, but to slow them down and channel them into predetermined corridors. And that's where the real killing begins. Behind these obstacles, Ukraine has deployed a dense network of micro-fortifications. These are small, camouflaged positions that house drone operators in groups of just a few soldiers. They're also dispersed, often housing just one soldier to serve as the lookout or operator. But each is equipped with multiple types of drones that can cover ranges of up to 15 miles. This dispersion is critical. In traditional warfare, finding and destroying a command post or artillery position could cripple an entire sector. But when your defensive network consists of hundreds of small, independent cells, each capable of calling in strikes across vast distances, there's no single point of failure. Russia can destroy one position in one day, two positions the next, maybe a dozen positions over the course of a week. It ultimately doesn't matter. As the network adapts, other cells take over, and the kill zone remains lethal. The ability to monitor this shifting front line comes from Ukraine's sophisticated drone reconnaissance network. Unlike 20th century warfare, where intelligence gathering required high-altitude aircraft or satellites, Ukrainian forces can maintain constant surveillance using cheap commercial drones. As one Ukrainian operator explained, fiber optic drones can film from half a meter above the ground, making it far easier to spot targets than the 300 to 600 meter altitude required for fixed-wing systems. This constant surveillance enables Ukraine's most revolutionary tactical shift, hit-and-run mobile warfare supported by ground robots. This is where Ukraine has truly leapfrogged traditional military thinking and potentially every other military in the world. By the end of 2025, Ukraine is poised to deploy 15,000 unmanned ground vehicles. Think about what that means. These aren't just remote-controlled toys. They're sophisticated robotic platforms that can carry up to 660 pounds of ammunition or supplies, evacuate wounded soldiers under fire, plant mines, deliver explosive payloads to fortified positions, or even mount machine guns for suppressive fire. The impact on Ukrainian tactics has been profound. In December 2024, Ukrainian forces conducted the world's first fully unmanned assault on Russian positions using only ground robots and FPV drones, with no human infantry involved in the direct assault. By July 2025, Ukrainian forces captured Russian troops without deploying any infantry whatsoever, relying entirely on drones and ground-based robotic systems. This creates an artificial presence on the battlefield without risking actual human troops. Instead of sending soldiers into the kill zone to hold positions or conduct assaults, Ukraine can deploy robots that move supplies, screen areas for threats, and engage targets while human operators remain safely in concealed positions kilometers away. When Russia destroys one of these robots, Ukraine loses equipment, not lives. The mathematics of attrition shifts dramatically in Ukraine's favor. But here's what makes Ukraine's strategy truly genius: the speed of innovation. In modern warfare, technological advantage is measured not in years or even months, but in weeks. Russia introduced fiber optic drones in the spring of 2024, and they immediately made headlines as the next unbeatable weapon. Unlike traditional radio-controlled drones, fiber optic drones trail a thin cable as they fly, connecting them directly to their operator. This makes them immune to electronic warfare jamming and provides crystal clear video feeds right up to impact. Military analysts worldwide considered it a potentially game-changing adaptation of going back to analog designs that would give Russia a decisive edge.
Ukraine responded by capturing Russian fiber optic drones, reverse engineering them, identifying their weaknesses, and building better versions within months. By summer 2024, Ukrainian companies like 3D Tech have started developing their own fiber optic drones. But they didn't just copy the Russian designs, they improved them dramatically. Ukrainian engineers replaced Russia's heavy frames with lightweight carbon fiber, dramatically improved the spool design to reduce drag and friction, optimized weight distribution for better flight characteristics, and developed systems that could reach 15 to 25 miles away, far exceeding Russian capabilities at the time. Notably, this range coincided with the development of the kill zone as we see it today. The Ukrainian fiber optic drones became lighter, faster, and more reliable, and could hit targets at longer ranges than their Russian counterparts. What's more, Ukraine built a massive domestic production capacity, with over 200 companies now working on drone development and dozens of models approved for military use. This decentralized competitive ecosystem ensures constant innovation as companies race to develop better, cheaper, more effective systems. This pattern repeats across every domain of the war. Russia develops a new tactic or technology. Ukraine analyzes it, adapts it, and deploys an improved version faster than Russia can scale up production. It's an innovation cycle that would make Silicon Valley jealous, except the feedback loop happens on an active battlefield where lessons are measured in lives saved or lost. And this is where Ukraine's kill zone strategy becomes something far bigger than just one country's defensive tactics. It's reshaping global military thinking and potentially redefining Western defense strategies for decades to come. NATO members are now openly acknowledging that they need to learn from Ukraine and not the other way around. Danish Prime Minister Mette Frederiksen stated it bluntly. The only expert right now in the world when it comes to anti-drone capacities is Ukraine, because they're fighting the Russian drones almost every day. We need to take all the experiences, all the new technology, all the innovation from Ukraine and incorporate it into our own rearmament. Polish Foreign Minister Radosław Sikorski echoed this sentiment even more directly. It's the Ukrainians who'll be training us on how to stand up to Russia, not the other way around. This represents a fundamental inversion of the traditional relationship between NATO and Ukraine. For decades, NATO tried to bring Ukraine up to alliance standards through training programs and military reforms. Now, after 3 years of the most intense drone warfare in history, NATO countries are going to school on Ukrainian tactics. In September 2025, following Russian drone incursions into Polish airspace, Poland and Ukraine announced plans for Ukraine to provide anti-drone training in Poland. Britain is mass-producing interceptor drones developed in collaboration with Ukraine. Romania has unveiled plans to manufacture drones in partnership with Ukrainian companies for domestic use and potential export to NATO allies. Even the United States, the world's preeminent military power, is reportedly negotiating a landmark deal to acquire battle-tested Ukrainian drone technology. NATO established the Joint Analysis Training and Education Center in Poland, specifically to leverage real-time lessons from the Ukrainian conflict. The alliance is fundamentally rethinking its air defense doctrine to focus on swarms of cheap attack drones rather than expensive missiles and fighter jets. The previous method of deploying a $4 million Patriot missile or an F-35 sortie to shoot down a $400 drone is simply economically unsustainable. The broader implications are staggering. Ukraine has demonstrated that smaller nations can challenge larger adversaries in key military technologies if they move faster, innovate constantly, and integrate the private sector into their defense strategy. The traditional Western model of defense procurement, which takes years or even decades to field new systems through rigid bureaucratic processes, has been completely outpaced by Ukraine's battle-driven development cycle that measures improvements in weeks. Former Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny predicted that future wars would be won by countries that focus their resources on drones, electronic warfare, and artificial intelligence. The Russia-Ukraine war has become the world's largest live-fire testing ground for these technologies, and every military power is watching closely and adapting its doctrines based on Ukrainian innovations.
Even China is studying how cheap unmanned systems can challenge expensive traditional forces. Taiwan is examining how drone wars can defend against amphibious invasions. Israel is analysing how robotic systems can reduce casualties in urban warfare. The lessons from Ukraine's kill zone strategy are spreading globally, potentially reshaping how every nation thinks about defence. But perhaps the most important lesson is this: technological superiority in modern warfare is temporary and fragile. What matters isn't having the best equipment at the start of a conflict, but the ability to adapt faster than your enemy, to innovate under pressure, to fail quickly and learn faster, and to create a whole-of-society approach that harnesses civilian innovation for military purposes. Ukraine's kill zone strategy works not because Ukrainian drones are necessarily better than Russian ones on a one-to-one basis, but because Ukraine has built an entire military-industry ecosystem. The concentration of independent companies pooling their data, resources, and getting feedback in practically real time from actual combat situations means that they can iterate and improve faster than Russia's centralized bureaucratic defense industrial complex. Every day, Ukrainian engineers receive feedback from frontline operators about what works and what doesn't. Every week, new modifications appear on drones in the field. Every month, new capabilities emerge that weren't possible the month before. This creates a compounding advantage that grows over time, even as Russia tries desperately to keep pace. Russia is learning that you can't brute force your way through a modern kill zone. You can't overwhelm it with artillery when drones spot your guns and strike them before they can relocate. You can't use massed armor when every tank that enters the zone faces dozens of FPV drones. You can't rely on electronic warfare when fiber optic drones are immune to jamming. You can't even safely resupply your frontline troops when logistics routes extending 20 kilometers behind the line are under constant surveillance and attack. The kill zone strategy has essentially turned the entire concept of offensive warfare on its head. In traditional military thinking, the offensive has the initiative. They choose when and where to attack, forcing the defender to spread forces to cover all possible approaches. But in drone-saturated warfare, the defender has perfect awareness of the battlefield and can concentrate overwhelming firepower on any point instantly without moving a single soldier. This is Ukraine's genius, turning Russia's own preferred tactics into strategic liabilities. Russia excels at wars of attrition, at throwing massive resources at problems until they crack. But what happens when every soldier, every tank, every artillery piece you commit to the offensive enters a kill zone where it faces not opposing infantry, but an omnipresent network of autonomous weapons that can strike from any direction at any time? You get exactly what we've seen over the past 3 years, the slowest, most costly offensive in modern military history, where Russia trades 1 million casualties for a percentage of territory, where generals send wave after wave of troops into what they themselves call the meat grinder, where the economic cost of the war is draining Russia's reserves, while Ukraine's defensive strategy requires a fraction of the resources. And here's the truly terrifying part for Russia. This kill zone advantage isn't static, it's growing. Every month, Ukrainian drones might get better, cheaper, and more numerous. Every month, more ground robots join the battlefield, reducing the need for human infantry. Every month, more countries share technology and tactics with Ukraine, while Russia becomes increasingly isolated. Ukraine started by having practically no drone industry, only to end up building over 5 million drones in 2025. And Russia knows this. That's why the Kremlin is actively pushing for negotiations that would freeze the conflict and give them the territory they failed to conquer militarily. They understand that time is not on their side, that every month Ukraine's defensive advantages grow while Russia's offensive capacity erodes. Remember, Russia started this war with roughly 900,000 active troops. They've now suffered 1.2 million casualties. They've essentially cycled through their entire pre-war military and had to recruit, mobilize, or coerce a completely new army, and then some. And this new army is increasingly made up of the desperate, the highly motivated, or those with ulterior motives, up to and including Ukrainian resistant agents who deliberately infiltrate Russian forces to sabotage operations from within. Russia's defense budget for 2025
reached an astounding 40% of government spending, figures not seen since the height of the Cold War. Yet, despite this massive investment, Russia's military-industrial complex has practically collapsed as an export industry. Everything Russia produces must be kept domestically, creating an economic death spiral where military production consumes ever larger portions of GDP without generating revenue. Meanwhile, that same military production relies on railways to transport equipment to the front line. Those same railways are increasingly targeted by Ukrainian sabotage operations. Tanks and ammunition sit in storage, useless to the front, because the trains can't safely deliver them. And even when equipment reaches the front lines, it enters the kill zone where drones await. This is the culmination of Ukraine's strategy, a defensive system that actively degrades Russia's capacity to wage war by imposing unsustainable costs on every offensive operation. It's attrition warfare flipped on its head, where the numerically smaller defender inflicts disproportionate losses on the supposedly superior attacker. And the world is taking notice. If Ukraine can hold off a nuclear superpower for 3 years and counting through technological innovation and adaptive tactics, future conflicts are going to look a lot different from what we've seen before 2022. Combien de fois la Russie peut-elle encore lever une armée pour remplacer ses pertes ? C'est une question que l'Ukraine s'est déjà posée à de nombreuses reprises, car l'envoi apparemment sans fin de soldats russes à leurs pertes face aux défenses ukrainiennes semble ne jamais s'arrêter. Mais cette fin approche. Il y a désormais une lueur d'espoir alors que la crise de main-d'œuvre de Vladimir Poutine explose. Poussée au point de rupture par des pertes historiques de troupes, la Russie peine enfin à remplacer ses morts. Cette affirmation vient directement du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Selon Rutte, les pertes massives mensuelles de la Russie, qu'il affirme atteindre jusqu'à 25 000 soldats, voire plus comme vous l'apprendrez bientôt, ne sont pas soutenables. Les Russes, en ce moment, perdent un nombre massif de soldats grâce à la défense ukrainienne, a rapporté Business Insider, citant Rutte, lors de la conférence Global Europe à Bruxelles. Le rapport du média publié le 14 janvier précise que Rutte a clarifié que les chiffres très élevés partagés ne concernaient pas le taux de perte de la Russie, mais le taux de mortalité du pays. Je ne parle pas des blessés graves, mais des tués, a déclaré Rutte, ajoutant « Maintenant, ils perdent ce nombre ou plus en un mois. C'est aussi insoutenable pour eux. » C'est une affirmation remarquable de la part de Rutte, d'autant que la Russie a prouvé que la tactique de Poutine, envoyer des soldats en Ukraine jusqu'à résolution, restait soutenable jusqu'ici. Chaque fois que la Russie semblait perdre trop de soldats, elle sortait un autre tour de sa manche. La Russie continue ses manipulations, que nous analyserons bientôt. Mais ces tactiques de recrutement, efficaces depuis près de 4 ans, commencent à échouer. Ce qu'il reste à la Russie, ce sont des pertes mensuelles qui dépassent les pertes totales que l'ancienne Union soviétique a subies pendant toute sa guerre en Afghanistan. Cette guerre a vu l'Union soviétique perdre environ 15 000 de ses soldats, en un peu plus de 9 ans. Cela représente environ 1666 soldats par an, soit environ 138 soldats par mois. Même si l'estimation basse du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, de 20 000 morts russes par mois est correcte, la Russie perdrait environ 5 000 soldats de plus par mois en Ukraine qu'en 9 ans de guerre en Afghanistan. À ce stade, on peut dire que Poutine est un meurtrier de masse de son peuple. Le plus fou, c'est que les chiffres de Rutte pourraient être sous-estimés. Le 8 janvier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, ont révélé que l'estimation mensuelle des pertes de Rutte pourrait être erronée de plusieurs milliers. Al Jazeera rapporte que Zelensky affirme que le nombre de morts russes a dépassé 25 000 chaque mois depuis octobre. En décembre, 35 000 occupants ont été éliminés, et cela a été confirmé par des images vidéo, a affirmé Zelensky, ajoutant qu'en novembre, il y en avait 30 000, et en octobre, 26 000 occupants éliminés. Non seulement tous ces chiffres sont supérieurs à l'estimation de la Russie, mais il y a aussi un schéma clair qui se dessine. Le nombre de morts russes a augmenté de 4 000 à 5 000 soldats par mois au cours des 3 derniers mois de 2025 selon Zelensky. Ce schéma ne présage rien de bon pour les plans de Poutine en 2026, et Syrsky a confirmé que les chiffres de Zelensky sont en grande partie exacts. Également, le 8 janvier, Al Jazeera a rapporté que le commandant en chef de l'armée ukrainienne a déclaré « L'ennemi a perdu plus de 33 000 hommes en décembre. Ce chiffre inclut uniquement les cas confirmés par vidéo, mais les pertes réelles sont supérieures. »
Syrski a ensuite partagé une autre information intéressante, en ajoutant « C'est le premier mois où les drones des forces de défense ukrainiennes ont neutralisé presque autant de soldats de l'armée d'occupation que la Russie en a mobilisé en un mois. » Cette déclaration laisse entendre que la Russie ne recrute pas aussi efficacement qu'elle le devrait, et que ce sont principalement les drones ukrainiens qui infligent le plus de dégâts à l'armée russe à l'approche de 2026. Continuez à regarder, il y a plus que des indices ici. Mais pour l'instant, quelque chose vous dérange peut-être. C'est une chose pour l'Ukraine d'affirmer qu'elle a tué entre 20 000 et 35 000 soldats russes par mois, mais les affirmations ne veulent pas dire grand-chose. Vous pourriez prétendre être le roi du monde, mais cela ne voudrait pas dire grand-chose si vous n'aviez pas la couronne, le sceptre, la robe et le discours élégant pour le prouver. Les preuves priment sur les chiffres, et l'Ukraine en a besoin pour étayer ses affirmations. L'Ukraine détient ses preuves sur une plateforme accessible à son personnel militaire. Cette plateforme, nommée Système Delta, ressemble à un serveur Discord dédié aux forces armées ukrainiennes. Grâce au Système Delta, les soldats ukrainiens peuvent consulter des cartes de bataille et surtout voir les flux en direct enregistrés par les drones que l'Ukraine utilise pour attaquer les troupes russes. Créé en 2021, le système offre à l'Ukraine une connaissance de la situation sur son territoire inégalée par la Russie, accessible de partout. Grey Dynamics précise que le système Delta fonctionne sans configuration sur ordinateur portable, tablette ou téléphone mobile. Son interface conviviale affiche des images de drones, satellites, sources de renseignements humains et capteurs. Ces informations sont accessibles sur une carte interactive, faisant de Delta la source idéale pour l'Ukraine pour confirmer les pertes russes. La personne moyenne n'a pas accès à Delta pour voir ce qu'il montre à l'Ukraine, mais les images des drones ukrainiens y sont accessibles et vérifiables par tout soldat ukrainien. Si ces soldats regardent, ils verront qu'un facteur clé a permis à l'Ukraine de tuer autant de soldats russes ces derniers mois. C'est un facteur déterminant qui existe depuis plusieurs années maintenant, bien que l'utilisation qu'en fait l'Ukraine semble avoir atteint un nouveau niveau. Bien sûr, nous parlons des drones. Aujourd'hui, les drones ukrainiens tuent plus de soldats que Poutine n'en recrute dans l'armée russe. Les chiffres de décembre partagés par Syrski marquent un tournant dans le recrutement russe, grâce aux drones ukrainiens. Euromaidan Press a partagé des statistiques intéressantes dans un article du 6 janvier, où il a souligné à quel point les drones ukrainiens sont devenus essentiels à tout ce que fait le pays aujourd'hui. Rien qu'en décembre, les unités opérant les véhicules aériens sans pilote ukrainiens, ou UAV, ont mené 339 000 missions. C'est un chiffre incroyable qui équivaut à environ 10 935 missions par jour. Ce qui était probablement une forte augmentation des opérations de drones a clairement porté ses fruits, puisque Syrski affirme, selon Euromaidan Press, que le nombre de cibles touchées par les drones ukrainiens a augmenté de 31% en décembre, et que le nombre de soldats russes touchés par les UAV a augmenté de plus de 25%. Pourtant, ces chiffres ne sont pas l'aspect le plus impressionnant de cette histoire. Les forces de systèmes sans pilote en Ukraine ne constituent que 2,2% du personnel militaire ukrainien. Pour donner un peu de perspective sur ce pourcentage, Global Firepower indique que l'armée ukrainienne compte 900 000 militaires actifs. 2,2% de 900 000. Cela représente seulement 19 800 personnes. Repensez aux chiffres partagés par Rutte, Zelensky et Syrski. Les opérateurs de drones ukrainiens tuent chaque mois plus de soldats russes que le nombre total d'opérateurs de drones que compte l'Ukraine chaque mois. Si l'armée recherche l'efficacité, l'Ukraine montre précisément d'où vient cette efficacité. Naturellement, l'Ukraine ne va pas relâcher ses efforts sur le front des drones. Elle produit plus de drones, plus performants, permettant à ses opérateurs d'éliminer plus de cibles tout en épuisant l'armée russe. L'Ukraine produit environ 4 millions de drones par an, d'après un rapport du Kiev Post du 12 novembre. Ces drones ne servent pas tous à tuer les soldats russes, du moins pas directement. L'Ukraine fabrique également des drones de reconnaissance qui permettent à ses troupes, aussi bien derrière les commandes des drones que sur le terrain, de réagir aux mouvements de la Russie. Encore une fois, le système Delta intervient. L'Ukraine fabrique aussi des milliers de drones longue portée pour affaiblir progressivement la machine de guerre russe en ciblant énergie, logistique et équipement. Peut-être pas des éliminations directes, mais moins la Russie a de ressources à donner à ses soldats, plus il est probable que ces soldats meurent sur le champ de bataille ukrainien. La majorité des 4 millions annuels sont des drones FPV, comme ceux filmant les frappes mises en avant par Rutte, Zelensky et Syrski. Ces drones ne feront que s'améliorer. Le 14 janvier, Euromaidan Press a signalé une réunion des principaux dirigeants militaires et sécuritaires ukrainiens. Au cours de cette réunion,
il a été décidé d'augmenter l'efficacité de la ligne de drones ukrainienne, qui est la zone de destruction infestée de drones s'étendant sur une profondeur de 10 à 15 km, soit entre 6,2 et 9,3 miles le long de toute la ligne de front. L'ancien ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, a déclaré sur Telegram que le ministère doit optimiser la répartition des fonds pour les moyens de destruction et trouver des financements supplémentaires pour les besoins urgents des forces de défense. Ils ont aussi accru la production de drones à fibre optique, en considérant portée et précision de destruction. Les drones ont déjà prouvé leur efficacité contre les soldats russes. Désormais, l'Ukraine semble prête à en produire davantage, à rendre ses drones plus performants. Et cela signifie que ce que nous avons vu ces derniers mois concernant le taux de mortalité en Russie n'est peut-être que le début d'un problème bien plus important qui va hanter Poutine et ses acolytes en 2026 et au-delà, si la guerre ne se termine pas cette année. La Russie a déjà résolu ce problème auparavant. Comment ? Encore plus de recrutement. Si vous vous rappelez ce que nous avons dit plus tôt sur le recrutement militaire en Russie, vous devinez sûrement la suite. La méthode éprouvée de Poutine n'est plus aussi efficace qu'il le voudrait. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais avant de vous dire lesquelles, nous espérons que vous appréciez cette vidéo. Et si c'est le cas, nous vous serions reconnaissants de liker, partager, vous abonner et laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de tout ce que nous vous avons dit jusqu'à présent. Tout cela aide la chaîne, et votre soutien nous permet de continuer à vous apporter des analyses sur les questions militaires partout dans le monde. Revenons au recrutement en Russie. Poutine s'est appuyé sur une stratégie simple durant une grande partie de la guerre en Ukraine. Tout ce que le Kremlin a à faire, c'est de trouver certaines des régions les plus pauvres de Russie, repérer des hommes socialement vulnérables, puis leur agiter sous le nez plus d'argent qu'ils n'en ont jamais vu de leur vie. Et voilà, la Russie a des soldats sous contrat, qu'elle recrute par dizaines de milliers chaque mois. Le Kremlin cible spécifiquement les Russes qui n'ont aucun avenir, et il le fait en faisant de la publicité dans des endroits où ces personnes sont plus susceptibles de se trouver, comme l'a rapporté Politico en mai 2025. Poutine n'utilise plus seulement des convocations pour recruter dans l'armée russe, mais propose désormais de grosses sommes, des avantages sociaux, et joue sur la virilité des hommes visés pour atteindre ses objectifs. La Russie a créé ce qui équivalait à un marché militaire, et selon une certaine Katerina Schulman, politologue à l'Institut Osteuropa en Allemagne, ce marché était axé sur des groupes démographiques très spécifiques. Ces mesures visent un groupe précis. Hommes socialement vulnérables, endettés, au casier judiciaire, peu instruits financièrement ou piégés par des microcrédits. Des personnes en marge, sans perspective, explique Schulman à Politico. Et tout a bien fonctionné pendant un certain temps. Mais la Russie constate désormais des phénomènes étranges dans son recrutement. Tout a commencé dans les régions russes les plus pauvres, principale source de soldats pour Poutine pendant la guerre. En octobre, le Kiev Post a fait un reportage sur l'état des efforts de recrutement de la Russie dans la République de Sakha, également connue sous le nom de Yakoutie. Là-bas, les centres de recrutement ont un déficit de 40% sur leurs quotas. Les quotas absurdes de Poutine ont sans doute joué. Cependant, le mécontentement restait vif chez les habitants, surtout parmi les groupes ethniques autochtones Yakoutes, Even et Evankis, déjà souvent recrutés par la Russie. Ces minorités ethniques refusent de mourir dans la guerre de Poutine, et la Russie peine à proposer assez d'incitations financières pour convaincre les profils qu'elle recrutait jusqu'ici de s'engager. Traiter ces soldats comme de la chair à canon n'est visiblement pas une bonne stratégie. C'est une approche qui se retourne contre Poutine de façon remarquable, alors continuez à regarder pour découvrir comment. Financièrement, la stratégie de Poutine utilisant l'attrition massive contre l'Ukraine dépend d'un budget de recrutement colossal. IntelliNews indique que les primes de recrutement de l'armée russe ont coûté près de 4 milliards de dollars au Kremlin sur les 6 premiers mois de 2025. C'est un point essentiel. La Russie a dépensé cet argent uniquement pour les primes. Fin 2025, IntelliNews estimait que la Russie aurait dépensé près de 10 milliards de dollars en primes, hors salaire, formation et équipement de ses soldats, sans évoquer le taux de mortalité. Ce type de dépense n'est pas viable et les failles apparaissent. En octobre, la Jamestown Foundation a indiqué que plusieurs sujets fédéraux russes réduisent discrètement les primes offertes aux recrues. Ces sujets fédéraux, comme la République de Sakha que nous avons mentionné plus tôt, semblent avoir eu cette idée folle que dépenser leur argent pour des services essentiels comme les écoles et les hôpitaux est probablement mieux que de le donner à des gens qui vont simplement être envoyés en Ukraine pour mourir. Tout cela revient à dire que le budget de recrutement russe est en train de s'épuiser. Et maintenant, le Kremlin devient de plus en plus désespéré. Il a commencé à utiliser des tactiques secrètes,
pour recruter davantage de soldats étrangers, alors qu'il essaie de combler les lacunes laissées par certaines de ces régions, qui n'atteignent pas leur quota de recrutement. Des campagnes sur les réseaux sociaux, promettant ce qui ressemble à un travail facile, loin des lignes de front de la guerre en Ukraine, sont utilisées pour inciter des personnes d'autres pays à s'engager dans la guerre de Poutine. Bien sûr, ces rôles non combattants deviennent finalement l'envoi des recrues étrangères dans le hachoir à viande. Selon ABC News, la Russie a recruté au moins 18 000 soldats étrangers, provenant de 128 pays, depuis le début de la guerre. 3 388 de ces soldats sont morts dans une guerre où on avait dit à la plupart qu'ils n'auraient pas à combattre, au 7 décembre. Le 13 janvier, The Guardian a rapporté le cas d'hommes yéménites, ayant succombé à la tromperie de Poutine, et les conséquences qu'a sur eux le fait de se retrouver en première ligne de la guerre en Ukraine. Le média cite un soldat yéménite anonyme disant « Nous mourons 1000 fois par jour sous la terreur des Russes. Sauvez vos frères yéménites, on nous force à combattre, nos amis sont morts, nous sommes pris entre vie et mort. » Cette déclaration, en plus de critiquer la guerre de Poutine, sert d'avertissement. La Russie tente de tromper des soldats étrangers pour les impliquer dans la guerre de Poutine. Plus ces informations circuleront, moins la Russie pourra compter sur des étrangers pour pallier ses échecs de recrutement. Ce que nous voyons maintenant à travers tout cela, c'est une armée russe qui est au bord d'une crise de main-d'œuvre. Et cette crise conduit au douloureux retour de bâton pour Poutine que nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo. Les tactiques de chair à canon de la Russie ne sont pas seulement intenables en raison du nombre de soldats tués par les drones ukrainiens et des difficultés croissantes à recruter, alors que beaucoup refusent de combattre pour Poutine. En Ukraine, des officiers russes se rebellent contre les tactiques de chair à canon, ce que le Kremlin n'aurait jamais imaginé. Le Daily Express rapporte que le personnel militaire dans la région de Donetsk, en Ukraine, et en particulier ceux destinés à attaquer la ville assiégée de Pokrovsk, demandent de plus en plus à être déplacés ailleurs. Ces propos viennent du groupe pro-ukrainien Artesh, qui dit que les officiers supplient leurs supérieurs de les envoyer à l'arrière pour éviter de mourir à Pokrovsk. Le commandement contrôle les officiers par la menace de sanctions, rétrogradation et blocage de carrière, selon Artesh, ajoutant qu'ils sont sévèrement réprimandés si leurs subordonnés abandonnent des positions. Ils sont tenus de faire état d'une situation stable qui n'existe pas réellement, et sont forcés de signer des documents qui sont loin de la réalité. La peur est à son comble parmi les soldats russes, et cela est aussi dangereux pour l'ambition de Poutine de capturer l'Ukraine que les problèmes de recrutement de la Russie. Cela empire. De nombreux officiers et commandants russes sont si terrifiés qu'ils adoptent des comportements qui contribuent activement à la mortalité massive parmi les Russes, à l'origine des problèmes de main-d'œuvre de la Russie. Ces officiers et commandants boivent énormément d'alcool. Le 24 décembre, United 44 Media a rapporté ce qu'Artesh appelle le bataillon Alko de la Russie. Un agent d'Artesh au 4e bataillon de la 74e brigade de fusiliers motorisés russes affirme que les commandants boivent beaucoup en première ligne, donnant leurs ordres aux soldats dans cet état, alors qu'ils sont tellement sous l'emprise de l'alcool qu'ils sont complètement détachés de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. L'impact de cette approche unique de la guerre moderne est prévisible. Selon l'agent de l'Artesh, le bataillon Alko subit jusqu'à 100 tués et blessés par mois bien plus que les autres unités. Peu importe comment ces commandants noient leur chagrin pendant que leurs officiers demandent leur réaffectation, le Kremlin ordonne toujours des assauts. Les soldats russes fuient, terrorisés, vers les lignes ukrainiennes, mais la majorité sont abattus par milliers par les drones avant d'atteindre leur but. En 2026, la Russie réalise que ni la main-d'œuvre ni l'argent ne sont illimités. Une crise provoquée par Vladimir Poutine frappe le pays, rendant tout retour en arrière impossible. Tout ce qu'il reste à la Russie, c'est une tentative d'escalade sans véritable issue en vue. Cela ne marchera pas non plus, car renforcer une stratégie déjà inefficace ne résoudra pas la crise de main-d'œuvre en Russie. La phase finale de Vladimir Poutine a débuté. Prenez du popcorn et regardez notre vidéo où nous documentons l'effondrement russe qui se déroule en direct en Ukraine. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'impact de la stratégie d'usure de Vladimir Poutine sur une armée russe en plein déclin. Merci de nous avoir regardés.